t'es con, tu seras encore plus con avec de l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui sont fainéants. C'est-à-dire qu'ils veulent des résultats sans effort. Ils n'ont pas d'argent, mais ils mettent pas de côté, ils achètent la dernière télé. En immobilier, ils écoutent la stratégie miracle qui ne leur correspond pas. Derrière, bizarrement, ça marche pas. Parce qu'en fait, ça ne marche pas sans faire d'efforts. Dans tous les domaines. Si vous êtes amateur, vous n'êtes plus finançable. Mais est-ce que tu penses que quand même la liberté d'esprit passe par une certaine liberté financière? Alors c'est peut-être pas oui, le mot que c'est tu du utilisais. carburant. Ouais. Si tu veux. Tu sais, l'argent fait pas le bonheur. Bah, mon gars, quand on n'a pas, c'est fait chier quoi. La deuxième possibilité, c'est de travailler plus. Techniquement parlant, si vous prenez un crédit à la conso pour acheter quelque chose, c'est que vous n'avez pas les moyens de l'acheter. Donc ne l'achetez pas. Clairement. Aujourd'hui, je suis désolé, peut-être que je vais choquer, mais c'est comme ça. Si vous aimez pas, bah, vous pouvez quitter l'interview. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont... Damien, bienvenue chez Imo Compare et dans ce podcast C'est pas trop tôt. On est super content de t'accueillir. Bah, c'est un plaisir, merci de me recevoir. D'abord, comment tu vas? Bah, écoute, ça va super bien, je me suis un peu blessé. Ah merde. Mais ça va, j'avais une compète la semaine dernière à Championnat d'Europe. Ok. J'ai gagné, mais le combat d'après, quand on fait un toute catégorie, bah, je me suis sorti le doigt. Donc c'est pas grave. Tu fais des arts martiaux, c'est ça? Ouais, jiu-jitsu brésilien. Ok. Et en fait, c'est comme dans l'immobilier, c'est comme dans plein de domaines, on peut avoir des petits bobos, mais c'est pas... Voilà, le but, c'est qu'est-ce qu'on apprend de ça. Donc on va voir dans le podcast, ça va être la même chose, c'est qu'est-ce qu'on apprend des aléas qu'on peut avoir en 2024, 2025, 2026. Ouais. On en aura plein. Complètement. Pour revenir sur le podcast, d'abord on va parler un peu, on va faire un vrai faux qu'on fait avec tous nos invités. Ensuite on va parler de ton parcours, comment t'es arrivé dans l'immobilier, qu'est-ce que t'as fait dans l'immobilier. Et ensuite on va parler financement, ton parcours d'entrepreneur et ton parcours d'investisseur immobilier. Donc il y a quand même du pain sur la planche, Okay. mais ça va être super intéressant. On va commencer directement par le vrai faux, si tu veux. Donc le concept, tu réponds uniquement par vrai ou par faux, c'est assez simple. L'objectif, c'est pas de botter en touche et voilà. Allez, on y va. Alors, une bonne partie des formateurs immobiliers sont des arnaqueurs. Vrai. Acheter une formation est la meilleure façon d'investir dans l'immobilier. Vrai. Il est possible d'investir sans apport en 2024. Vrai. Les taux d'intérêt vont baisser en 2024. Faux. C'est la période la plus dure de la décennie pour se faire financer. La décennie... On va prendre les 10 années glissantes qui sont passées parce que je connais pas l'avenir. Vrai. Il est toujours intéressant d'investir dans l'immobilier en 2024. Vrai. Les prix de l'immobilier vont baisser en 2024. Techniquement vrai. Une formation sans accompagnement est inutile. Vrai. Il est possible de devenir millionnaire rapidement avec l'immobilier. Faux. Remplacer son salaire avec l'immobilier est faisable. Vrai. Investir en immobilier, c'est facile. Faux. Ok, super, bravo, c'est un sans faute. On reviendra de façon un petit peu sur chacune des questions un peu plus tard. On va commencer par ton parcours. Explique-nous un petit peu comment tu es arrivé dans l'immobilier, quels ont été tes premiers pas dans l'immobilier, comment ça s'est fait. Yes. Donc moi j'ai un parcours tout à fait classique. Donc j'ai fait Bac plus 5, grande université parisienne, Paris-Dauphine, pour ceux qui connaissent. Pour faire plaisir à ma mère, c'était important qu'on fasse ça. Donc après j'ai rejoint un grand établissement bancaire. J'étais ultra carriériste. Il fallait attendre 1 an chez BNP Paribas pour avoir un prêt arrangé en tant que salarié et tout. Donc j'ai attendu 1 an, j'ai acheté ma résidence principale, endettement 39%. Mais bon, j'étais content parce que pour moi, c'est pas grave parce qu'à la retraite, j'aurai ma résidence principale et tout. Et du coup, je me suis marié, j'ai eu un enfant. On avait un 2 pièces à Vincennes, super cher à Vincennes les amis. Et du coup, à un moment, on a voulu faire un deuxième enfant. On avait laissé la chambre à mon fils. Et là, tu fais, ok, c'est cool. Donc je veux un deuxième enfant, mais j'ai un appartement de 47 mètres carrés, quoi, 2 pièces. Qu'est-ce que je fais, quoi? C'est-à-dire que ce que je suis en train de mettre en place, ça marche pas. Qu'est-ce que je peux faire? Du coup, on a commencé à ce niveau-là à se former pour voir comment on pouvait utiliser notre appartement différemment. Et du coup, ma femme, elle est revenue un jour, elle s'était formée sur la partie déco et tout. Elle est revenue un jour, elle m'a dit, regarde, on va faire ça dans l'appartement, ça va nous coûter 1 000 €, ça va être magnifique. Elle est toujours très optimiste sur les prix, donc moi j'ai repris le truc et j'ai rendu ça de manière cartésienne. Et c'est vrai qu'on a fait 14 000 € de travaux, 15 000 € de travaux. On a vécu dedans 1 an de supplémentaire le temps d'avoir ma fille, donc on a transformé un 2 pièces en 3 pièces, on a gagné 1 mètre carré. Et c'est important 1 mètre carré parce qu'on était à l'époque à 8 000, 8 500 le mètre carré. Et on a revendu avec 150 000 € de plus-value. Donc quand tu revends à 150 000 € de plus-value, j'avais compté à l'époque, c'était 11 années de SMIC.
entre 10 et 11 années de SMIC. Et là, tu dis, il y a un truc bizarre avec l'immobilier, quoi. C'est-à-dire que je travaille pas comme un con, mais je travaille. Et en fait, ça peut aller beaucoup plus vite avec l'immobilier. Du coup, on a racheté une résidence principale avec cette même logique. Et à un moment, alors moi, j'étais très carriériste, donc j'étais pas dans la logique d'investissement ultra rentable, mais d'investissement rentable et patrimonial. Donc j'ai acheté dans des lieux relativement chers, des biens immobiliers pour allier la rentabilité et le fait de se dire que pendant que je dors, ça prend de la valeur. Donc j'ai commencé à investir dans l'immobilier en étant en banque parce qu'on va pas se mentir, le profil est juste royal. Ouais. Donc on a commencé à 400 mètres de chez nous, une petite maison divisée en 2 studios. Alors les chiffres, c'est pas forcément... ce qui est intéressant, c'est de comprendre la logique et le déroulé. Les chiffres, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres, mais d'une manière générale, chaque lot que j'ai acheté coûte environ 250 000 balles. Ça veut dire que ça me fait très rigoler, tu sais, quand tu me posais une question sur les formateurs et arnaqueurs. Alors, c'est binaire, je suis obligé d'être binaire, mais j'ai 90 lots. En fait, je m'en fous de ton nombre de lots, je m'en fous de ta vie. C'est qu'est-ce que ça te rapporte par rapport à tes objectifs. Moi, par exemple, ça ne m'intéresse pas aujourd'hui d'avoir 100 lots. Parce que ça ne m'intéresse pas de gérer des locataires. Je veux juste gérer ce qu'il me faut pour que ça remplisse mon système. Et que je puisse aller faire mon sport, mes compètes, vivre heureux avec ma femme, avec mes enfants. Parce qu'en fait, on peut avoir 100 lots, 200 lots et tout. Moi, ce n'est pas quelque chose qui va m'intéresser. Ce qui m'intéresse, c'est de mettre en place le système, autant en immobilier que dans n'importe quelle partie de ma vie et gestion financière, pour répondre à mes objectifs. Et on va voir un peu plus tard, si tu veux bien, mais le plus important, c'est être clair sur les objectifs qu'on a et de ne pas copier sur son voisin. C'est par rapport à ça où j'ai été un peu binaire dans la réponse sur les formateurs arnaqueurs. C'est-à-dire que je ne pense pas que si je ne te connais pas, je ne peux pas dire que la location courte durée, c'est la meilleure stratégie pour toi, la colocation, l'immeuble de rapport. C'est qui tu es, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi ton appétence au risque, est-ce que ta femme elle est en train d'accoucher, c'est tout ça qui va donner les stratégies du moment et les stratégies à déployer au fur et à mesure. Donc, pour revenir sur mon parcours, j'ai investi d'abord à 400 mètres de chez moi parce que, perso, ça me rassurait. Et j'ai subi, c'était très marrant, pas mal de moqueries. Parce que du coup, j'ai fait un investissement qui était rentable. Donc, j'habite à Vincennes, donc 400 mètres de chez moi. Allez sur Google Maps, vous verrez que même, je ne sais plus en quelle année c'était, ça commence à remonter, mais quand j'avais des agents immobiliers, je leur donnais la rentabilité, ils me disaient que j'étais un menteur. Donc, je leur dis non, je ne suis pas un menteur. Maintenant, je veux ça, point barre. Et du coup, au bout d'un moment, force est de constater que c'était compliqué avec des stratégies que j'appelle de fainéants, c'est-à-dire pas trop de travail, clairement pas de location courte durée, d'avoir une bonne rentabilité, dégager un cash flow et commencer à se créer son enrichissement. Du coup, je suis allé en province et sur des stratégies de colocation, puis des meubles de rapport. Et j'ai, moi, une petite préférence pour la colocation en mode, moi, je suis quelqu'un, tu connais la loi de Pareto ? Oui. Ok. J'aime bien, des fois ça me joue des tours, mais j'aime bien le minimum d'effort pour le maximum de gains. Et la colocation, pour ça, c'est vraiment le truc, la gestion, elle est cool. Si tu es malin, ça s'autogère bien et ça rapporte honnêtement très correctement. Et en même temps, c'est le seul moyen d'aller toucher des zones numéro 1 dans des grandes villes, donc d'aller travailler ton côté patrimonial. Donc moi, je suis un bon père de famille. Je fais tout ça pour ma femme, pour moi, pour mes enfants. Aujourd'hui, je touche pratiquement pas à ce que je gagne en immobilier. Je veux que chaque source soit autonome. Du coup, je ne touche pas et je mets de côté, j'investis et je recapitalise par les effets cumulés. Donc, aujourd'hui, l'immobilier, je pense que c'est juste la voie qui, moi, m'a permis, par cette première plus-value, ensuite j'en ai fait une deuxième, dans les 200-300 000 euros. Je parle de plus-value, je ne parle pas de ce que j'ai touché à la fin, parce que, et ça, c'est la magie de l'immobilier, c'est qu'il y a plusieurs dimensions. Quand on est en locatif, il y a le cash flow, première dimension, court terme, et il y a le moyen long terme avec l'effet de levier bancaire. Quand on revend, il y a la plus-value, et il y a ce qu'on récupère, qu'on a capitalisé au niveau bancaire. Parce qu'il y a beaucoup de formateurs qui sont sur le cash flow, le cash flow. Alors c'est cool le cash flow, c'est vrai, parce que c'est sexy, ça excite les gens. Envie, Moi je te montre le six-pack abdos, tu vois, je te montre pas la difficulté pour avoir le six-pack abdos, les lipides, les glucides, les macros qu'il va falloir calculer. Et là c'est pareil, la rentabilité, le cash flow c'est cool, mais en fait ce n'est qu'une partie de ton enrichissement. Ton vrai enrichissement, c'est déjà te montrer à ton cerveau que tu es capable de le faire. Numéro 1, c'est le plus important. Et numéro 2, ça va être cet effet de levier bancaire qui va faire que tes 400 euros de cash flow, ça devient 1500 euros d'enrichissement sur ton patrimoine. Et avec une vision de joueur d'échecs,
avec des sorties à 5 ans, 8 ans, 10 ans. Aujourd'hui, je suis désolé, peut-être que je vais choquer, mais c'est comme ça. Si vous n'aimez pas, vous pouvez quitter l'interview. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont fainéants. C'est-à-dire qu'ils veulent des résultats sans effort. Dans tous les domaines de leur vie. Dans le couple, ils ne comprennent pas pourquoi ils divorcent. Ils ne font pas d'efforts pour s'écouter. Ils n'ont pas d'argent, mais ils ne mettent pas de côté, ils achètent la dernière télé. En immobilier, ils écoutent la stratégie miracle qui ne leur correspond pas. Dans le sport, ils veulent s'entraîner une fois par semaine et bouffer de la merde et boire tous les week-ends. Derrière, bizarrement, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, ça ne marche pas sans faire d'efforts, dans tous les domaines. C'est pas sexy ce que je dis. Donc, et ça, je suis pas le formateur le plus sexy. Alors physiquement oui, mais pas dans le discours. J'ai pas un discours sexy parce que moi, je fais ça. La mission de ma société, c'est changer des vies. On change pas des vies en mentant aux gens. On voit bien ce que ça donne en politique. Je change pas des vies. Donc non, changer des vies, c'est dur. Il va falloir se lever le matin, il va falloir sortir, il va falloir se prendre des claques. Mais c'est ok si tu sais où tu veux aller. Donc objectif, stratégie. Donc dans mon patrimoine, moi je l'ai développé pour moi, pour montrer à mes enfants aussi que c'était faisable, parce que c'est quand même bon de mettre en place quelque chose et de montrer à son cerveau que tu montes un projet et ensuite tous les jours il y a des gens qui vont te payer pour vivre chez toi. Ouais, c'est Techniquement parlant, c'est quand même, je sais pas, c'est trippant de se dire ça. Alors après, il y a la question, si on reprend par rapport à tes questions pour croiser un peu, de l'apport. Donc, je pouvais dire que vrai ou faux. Donc, je vais répondre tout de suite à cette question de l'apport. Vas-y. Comme ça, on va être calé. Si vous avez gagné 2000 balles par mois et que vous êtes locataire de votre résidence principale, vous serez obligé, on est en janvier 2024, sur cette année-là en tout cas, vous serez obligé de mettre de l'apport. C'est faux de dire que vous ne mettrez pas d'apport ou vous demanderez un apport. Paradoxalement, mais c'est la vie, on est une société capitaliste. Si vous gagnez beaucoup d'argent et que vous avez beaucoup d'épargne, il est possible qu'on ne vous demande pas d'apport. Donc c'est possible en 2024 d'investir sans apport, mais pas sans épargne. Si vous n'avez pas d'épargne, on vous demandera de l'apport. Si vous avez beaucoup d'épargne, on pourrait ne pas vous demander votre épargne en apport parce qu'on va potentiellement vous demander des contreparties. Et l'une des contreparties sera de mettre une partie de votre argent pendant quelques temps sur des placements chez eux. La banque, c'est une société commerciale. Et une société commerciale, comme toi, ta société, comme ma société, on est là pour faire un enjeu sociétal. Donc moi, c'est changer des vies, par exemple. Mais à côté de ça, je suis là pour gagner de l'argent. Et le but, c'est de faire les deux en même temps. Et une banque, elle est là pour gagner de l'argent. Elle doit répondre à des actionnaires. Ok ? Donc, comment elle gagne de l'argent ? C'est sûrement pas sur le prix immobilier. Alors oui, ils sont remontés, mais honnêtement, vous connaissez le principe, pourquoi ça remonte. Mais la banque, elle emprunte son argent. Et comment elle emprunte son argent ? À un taux qui est remonté. Donc, en soi, c'est pas l'enrichissement d'une banque se fait pas sur les prix immobiliers. Ça se saurait. C'est un produit d'appel, comme quand vous recevez le catalogue de votre centre commercial et qu'ils vous mettent la courgette est à 1 euro. Et derrière, quand vous arrivez, il n'y a que la courgette qui est moins chère que le reste, quoi. C'est un produit d'appel, tout simplement. Complètement. Et aujourd'hui, maintenant, t'en es où ? Après, donc tu avais fait ton emploi en banque. Quand est-ce que tu as décidé de quitter pour te lancer ensuite sur ce que tu fais aujourd'hui ? D'accord. Alors ouais, j'aime pas trop parler je parle pas beaucoup de moi, parce qu'en gros, je t'ai ramené le livre. Ouais, parce que voilà, j'en parle dedans, et celui qui veut aller plus loin, il y a le livre. Mais en gros, oui, j'étais en banque, et ensuite j'ai fait une autre banque chez BNP Paribas. J'ai fait pas mal de postes en France, et puis... Et ça te plaisait pas du tout si, moi j'adorais. Je n'ai pas quitté. Je suis pas du tout contre le salariat. D'accord. Je suis pas du tout dans cette logique-là. Moi, j'ai kiffé mon travail de salarié. J'étais carriériste. Et j'aimais intellectuellement ce que je faisais. Ensuite, je suis passé dans une autre banque, Neuflize OBC, qui est la filiale Banque Privée France d'ABN AMRO, qui est une banque néerlandaise. Et j'étais dans un programme de jeunes talents. Donc, j'étais payé pendant 1 an à faire des trucs jeunes talents, c'est ceux qui font la relève au niveau du management. Et ce qui s'est passé, c'est donc je kiffais honnêtement. Et à un moment, tout le comité de direction qui m'avait à la bonne est parti dans un plan de départ volontaire avec des gros chèques. Et moi, je me suis retrouvé comme un con avec un nouveau comité. Et là, je me suis dit, en fait, je suis qu'un pion. Donc ça a été le premier truc qui m'a fait une bonne claque, parce que j'étais vraiment carriériste. Et le deuxième, c'est qu'au bout d'un moment, je suis allé dans un monde qui s'appelle la lecture de livres de développement personnel. Le fait de comprendre que, en fait, si je me formais à un domaine, mais j'accélérais x10, x100 ma capacité à implémenter ce domaine. Et du coup, il s'est passé quelque chose, c'est que j'étais en déphasage avec mes collègues.
Non, c'était pas de leur faute. Ils ne l'avaient pas changé. Mais j'avais changé. Et du coup, même si le travail m'intéressait, c'est pour ça que j'ai quitté mon travail que fin 2019, c'est que en fait, je parlais plus à personne. D'accord. Pratiquement, parce que les discussions ne m'intéressaient plus. Et encore une fois, et c'est important, c'est pas un jugement, c'est-à-dire que c'est moi qui avais changé, pas eux qui avaient changé. Mais j'avais mis, j'aime bien les analogies, j'avais mis d'autres lunettes. Du coup, quand je discutais avec eux, ma vue a été floue. J'étais pas à l'aise. Et ce que tu vois, ça fait partie des choses que je veux aujourd'hui. Est-ce que tu as ta liberté financière, machin? C'est du gros bullshit. Parce qu'en fait, tu vis en Thaïlande, ta liberté financière, tu l'as à 500 balles. Tu vis à Paris, plus compliqué. Tu vis dans un 2 pièces ou dans une villa, c'est pas la même. Donc, c'est du bullshit. Par contre, est-ce que tu as ta liberté d'esprit? Moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est avoir ma liberté d'esprit. Je suis venu faire l'interview avec vous parce que j'aime bien votre mentalité, j'aime bien votre projet. Et si j'aimais pas votre projet, j'aurais pas accepté. Hier soir, j'étais en webinaire. Et ben, il y a quelqu'un à qui j'ai demandé de partir du webinaire. J'ai dit, tu m'intéresses pas, t'es pas agréable. De toute façon, on travaillera pas ensemble parce que t'es pas agréable. Parce que si t'es pas positif, si t'es un râleur, ça m'intéresse pas. Et ça, c'est ma liberté aujourd'hui. C'est juste kiffer ce que je fais et être assez carré là-dessus. Ça me permet de pouvoir parler sur l'immobilier de manière assez sécure. J'ai pas besoin de séduire des gens. Les gens sont pas bêtes, ok? Ceux qui nous écoutent sont pas bêtes. Ils savent les discours de vent qu'on leur raconte et les discours qui sont sérieux. Ils sont pas, ils savent faire la différence. Et du coup, voilà, moi mon dada c'est d'aller de plus en plus vers cette liberté d'esprit et d'avoir des gens bizarrement qui te ressemblent. T'accompagnes du coup des gens qui te ressemblent. Mais est-ce que tu penses que quand même la liberté d'esprit passe par une certaine liberté financière? Alors c'est peut-être pas le mot que c'est du carburant. Ouais. Si tu veux. Tu sais, l'argent fait pas le bonheur. Bah, mon gars, quand on n'a pas, c'est fait chier, quoi. Donc en fait, si tu veux, qu'est-ce que je pense? Je pense que si t'es con, tu seras encore plus con avec de l'argent. Si tu as une bonne mentalité, tu auras sûrement une bonne mentalité avec l'argent. Ça risque pas de te travestir. Maintenant, l'argent, dans une société capitaliste, fait partie de notre bonheur. Sans argent, tu n'as pas de carburant. Tu peux pas. Tes enfants veulent faire un resto, tu peux pas le faire un resto. Tu peux pas partir en vacances. Donc, tu peux pas leur donner la maison qu'ils ont envie d'avoir et que tu as envie d'avoir pour être heureux. Donc, l'argent est une composante d'un système qui rend heureux. Dire le contraire, honnêtement, c'est du bullshit. Généralement, quand tu dis le contraire, c'est que tu n'as pas d'argent. Il y a aussi une question, parce que tu formes les gens, bah voilà, tu parles, tu te confrontes au public en tant que formateur, quelqu'un qui vient aider les gens à transformer leur vie. Il y a beaucoup de gens, notamment sur l'immobilier, qui vont commenter des choses comme si tu pouvais vivre de l'immobilier, tu ferais pas de formation. Est-ce que toi, tu pourrais vivre de tes investissements immobiliers aujourd'hui ou avec les emprunts, etc., et les remboursements, pas encore? Comment tu te situes, toi, au niveau de ton patrimoine? Aujourd'hui, selon les choix que j'ai faits et que je pourrais faire, oui, je pourrais vivre de l'immobilier. Mais comme tu dis, aujourd'hui, je touche pratiquement pas à ce que je gagne avec l'immobilier. Mais en fait, c'est tellement, excuse-moi les mots, mais c'est tellement con comme raisonnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Xavier Niel, il faut qu'il arrête de travailler. En fait, tu gagnes, ça y est, tu gagnes ta vie correctement ou tu as des placements, donc tu arrêtes de travailler. Ça y est, c'est bon, j'arrête. En fait, quand tu as ce raisonnement-là, tu es juste une grosse feignasse. C'est que tu n'as pas trouvé ton ikigai. Tu n'as pas trouvé ce qui te donne envie d'avancer, ce qui te fait kiffer pour avancer. Mais ça se travaille au quotidien. Je te parlais de mon doigt tout à l'heure, et je vais te raconter ma vie. J'étais 4e dan de judo. Tu vois. On peut se dire 4e dan de judo, tu as deux choix. Tu vas sur le tapis, puis tu continues à faire le kéké, tu as été dans les plus gradés et tout. Et moi, ce qui m'a fait triper, c'est de recommencer un sport ceinture blanche, pour recommencer du début. Alors que j'avais 35 ans, il y en a plein qui n'auraient pas fait ça. Mais moi, ça m'a fait kiffer, repartir du début et remonter les échelons de ceinture, de compétition et tout. Et oui, j'aurais pu ne pas le faire puisque j'avais fait mes preuves. Qu'est-ce que je vais m'embêter à le faire? C'est la même chose. C'est juste, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, tu vois? Et moi, ces gens-là, je les écoute pas. Alors, j'ai un petit nom pour eux, mais là, dans le podcast, je vais pas le mettre, on en a parlé avant. Mais en fait, je me parle du principe que je suis peu de choses pour eux. Ils sont peu de choses pour moi et je ne suis que 5 minutes sur leur passage. Je ne m'occupe pas forcément de ça parce que j'essaie d'être heureux, moi, pour ma famille. C'est déjà dur aujourd'hui en 2024, ne serait-ce que de ne pas divorcer. Un divorce sur 3 en France, un divorce sur 2 en Île-de-France. Tu sépares des familles.
tu te recomposes avec 4 enfants, machin. Rien que ça, c'est dur. Donc je me concentre sur moi, sur mon bonheur autour de moi, sur ceux qui veulent me suivre. Et ben, je les inspire et je les accompagne. Et sur ces gens-là, et ben, qui continuent leur vie. Et tout simplement. Est-ce que c'est aussi grâce à cette façon de penser que peut-être tu as eu moins d'appréhension au moment où tu as dû montrer ta tête, te présenter au public? Quand on a un travail peut-être dans une banque où on est assez caché, est-ce que tu avais une appréhension peut-être avant de te lancer? Tu sais, quand tu fais des sports de combat et que tu montes sur le tatami, tu es en one-to-one, quand tu fais ça depuis que tu as 10 ans, ok, et que ça t'est arrivé de perdre, de faire perdre ton équipe, de montrer ta valeur, et c'est des sports où à certains moments, tu t'abandonnes parce que tu te fais soumettre, tu te fais étrangler, tu prends une clé. Honnêtement, tu apprends l'humilité, tu apprends à prendre de la hauteur. Et ça m'a jamais gêné de montrer mon visage. Et ce que je me suis dit, c'est juste, ne copie pas. Toutes les places sont déjà prises. Fais ce que toi, tu sais faire, sois ce que tu es. Et puis, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, il y en a qui vont trouver que j'ai pas assez de cheveux, il y en a qui vont trouver que j'ai super les cheveux, il y en a qui vont trouver que je parle pas bien, il y en a qui vont trouver que je parle trop vite. C'est la vie, c'est comme ça. Heureusement d'ailleurs qu'il y a plein de personnalités, il y en a qu'on aime, il y en a qu'on n'aime pas, et c'est comme ça. Donc, non, l'image m'a pas forcément... ça me fait plus rigoler qu'autre chose, parce qu'encore une fois, ces gens-là, ils critiquent. Alors au début, c'est marrant parce que j'en parlais ce matin à ma mère. Là, je profite d'être sur Paris, je raconte, passer du temps avec ma maman, donc profitez des gens qui vieillissent autour de vous. Parce qu'après, quand ils sont plus là, on dit tiens, on aurait dû passer plus de temps avec. C'est en passant, mais c'est ça, hein, les valeurs de la vie, c'est pas l'immobilier. Hein, l'immobilier. La pierre, elle vieillit, elle sera toujours là après nous. Hein. Clairement. Et je lui disais, tu sais, des fois, je prends des insultes et tout, mais je dis non, ça me gêne, ça me fait rigoler, c'est pas gênant. Mais pourquoi les gens ils t'insultent, mon fils, quand même? Je dis c'est comme ça. Des fois, ils aiment pas ceci, ils aiment pas cela. Bon, mais c'est sûrement qu'ils sont pas bien. Donc, et je lui disais, avant, au tout début, ce que je faisais, je lui disais, regarde, je m'entraîne dans tel endroit. Si tu veux me dire quelque chose, viens me le dire en face. Tu vois. Et maintenant, bon, ça fait longtemps. Tu prenais le temps de répondre Au tout début, parce que je suis un provocateur de base, même dans les sports et tout. Du coup, en fait, la moindre des choses, si tu veux me dire quelque chose, c'est déplace-toi et viens me le dire en face. Mais bizarrement, personne n'est venu. Tu vois bien comment je suis. Je suis pas le plus gringalet du monde, même sans être le plus costaud, mais je suis pas le plus gringalet. Et bizarrement, ces gens-là, je pense qu'en face à face, ils m'auraient pas dit grand-chose. Et ayez de la congruence, quoi. Si vous insultez quelqu'un, insultez-le en face à face, c'est plus sympa. Puis alors d'y répondre. Non, mais c'est vrai. Faut pas passer. Tu sais, la vie est courte. Je me prends pas la tête là-dessus. Je suis plutôt fier des gens qu'on accompagne, qu'on arrive à changer. Même epsilon par epsilon. Pour ceux qui connaissent, epsilon, c'est pas grand-chose. Mais epsilon par epsilon, derrière, ça peut faire des choses extraordinaires. Les commentaires négatifs, moi, ça fait assez récemment qu'on commence à poster des choses sur les réseaux. Et donc, on a nos premiers commentaires négatifs. Je suis toujours fasciné par les gens qui prennent juste le temps de commenter quelque chose d'aussi insignifiant. Parfois, il y a des gens, ils commentent juste nul. C'est tout, et ils passent à autre chose. Tu vois, ils se rendent pas compte de quelque chose. C'est que, par exemple, ça atteint ma femme. Tu vois, moi, ça m'atteint pas. Mais une fois, au tout début, j'avais parlé, je sais pas. C'est pour ça que j'aime pas parler des chiffres. Ça me saoule. Alors, j'en parle un petit peu, mais... Parce que j'avais parlé d'un truc et les gens ils m'avaient dit mais t'es un menteur, montre-nous tes actes de vente. Ah oui. Et en fait je vais pas parler d'un truc que j'ai pas fait quoi. Je parle pas, vous voyez, je vous dis pas que j'ai 90 000 lots, je m'en fous et chacun a ce qu'il a quoi. Et ma femme ça l'avait vraiment bloqué quoi, qu'on puisse me dire que je mente. Et elle, tu vois, j'aimerais la voir plus sur ma chaîne YouTube. Et à cause de ça par contre, parce que c'est intéressant de voir la vision de couple, la vision de femme. Souvent, quand on écoute, homme qui écoute sa femme, et avance bien vite et de manière pertinente. Mais elle veut pas, parce qu'elle veut pas les insultes. Et ça me saoule. Pas elle, parce que je la comprends, d'accord. Mais parce qu'à cause de ça, il y a peut-être des femmes qui se reconnaissent pas en moi, et qui se reconnaîtraient dans son discours, qui est un discours d'une femme qui au début était pas trop chaude là-dessus. Elle avait juste donné une idée pour sa résidence principale, mais qui a suivi le truc et qui est maintenant pleinement impliquée. Et elle travaille complètement avec toi aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui elle travaille complètement avec moi et puis elle est brillante. Et elle peut pas donner ce côté-là. Elle est plus brillante que moi, largement plus brillante. Parce qu'en fait, et je peux comprendre, elle a pas envie de se faire insulter. Oui, c'est compréhensible. Tu vois, tu le dis bien, c'est chiant. Et si vous êtes là pour insulter,
Mais pourquoi vous êtes là? Allez faire autre chose, allez sur Tinder, je sais pas, faites quelque chose, amusez-vous. Mais comprenez pourquoi vous n'êtes pas heureux dans votre vie. Ouais, clairement. Je pense que ça vient d'un Ou alors profond allez mal-être. insulter tous les formateurs en Excel qui sur ces gosses. Parce que c'est ça le truc. C'est que toutes les compétences, on les apprend, mais quelqu'un qui se forme dans une formation en immobilier est un pigeon. Mais se former à Excel pour apprendre une nouvelle compétence qui est les macros sur Excel niveau 1, niveau 2 et tout, bah vous trouvez ça logique? Moi je trouve ça logique, je me suis formé à Excel quand j'ai voulu faire de l'Excel. Quand je veux faire on parlait de marketing, bah, quand je veux faire de marketing, je me forme en marketing. Si je veux aller au niveau supérieur, je me fais accompagner. Je veux faire une belle prestation en sport, bah, je prends un nutritionniste, je prends un préparateur. Il m'apprend, il me forme. C'est logique, tu veux faire de l'immobilier, et bien évidemment tu peux le faire sans. Mais si tu as les moyens de pouvoir le faire, et que tu as compris la valeur, tu peux voyager en économie ou tu peux voyager en business. Ben, si tu as l'argent, voyage en business, ça sera plus confortable. De toute façon, pour moi, à partir du moment où il y a un marché, il y a clairement un gros marché pour les Oui. formations immobilières, c'est qui t'apporte de la valeur à des gens. S'il y a absolument aucune valeur Alors, ajoutée. Oui et non, parce que tu vois, par exemple, dans le marché du régime, il y a des régimes qui sont vraiment foireux. Alors, il y a un énorme marché, mais tu vois, les Ducans et compagnie, il y a des régimes qui sont vraiment très border, tu vois. Bon, je suis très sur la nutrition. J'aime Et bien tu vois, aussi. pourtant, il y a un marché énorme. Et tu vois, il y a beaucoup de merde. Mais tu vas me dire qu'il y a aussi de la valeur. Donc, ouais, on pourrait. En tout cas, c'est des marchés où il y a beaucoup d'intérêt. Hmm. Et en fait, c'est aussi ça. Quand on suscite l'intérêt, il faut accepter que ça soit dans les deux sens. Un chanteur, tu vois, il y en a qui vont trouver qu'il chante bien, il y en a qui vont trouver qu'il chante pas bien. Bah, c'est la même chose. Mais quand je dis ça, c'est plus le produit, pas forcément. Après, tu vois, il y a plein de gens qui font des produits Ouais. différents. Il y en a, ils vont faire des mauvais produits et d'autres des bons produits. Mais à partir du moment où il y a un marché, c'est qu'il y a une valeur à apporter. Et donc, le format formation, pour moi, apporte forcément de la valeur à des gens parce que les gens Oui. le suivent. Mais après, oui, comme tu dis, sur les régimes, il y en a, ils vont dire n'importe quoi. Et il y en a forcément qui vont apporter de la valeur. Mais pour moi, les accompagnements pour un régime, bah voilà, il y a aussi un marché, donc ça apporte aussi de la Mais valeur. en fait, il y a la logique compétence. Est-ce que il y a une compétence à acquérir? En immobilier, il y a une compétence à acquérir, voire plusieurs compétences. Sur la nutrition, c'est la même chose. Dès le moment où il y a une compétence à acquérir, il y a un marché de formation pour se former et acquérir la compétence. En fait, c'est logique. Donc, après, c'est juste que tout le monde voudrait investir dans l'immobilier. Mm. Et quand je vois le nombre de personnes qui font du Pinel, est-ce que vous avez dit que c'était des pigeons, le mec qui vous a proposé un Pinel? Clairement. Alors, dans certains cas, c'est pas mal. Mais, d'une manière générale, ouais, est-ce que vous dites que c'est un pigeon? Donc, Certaines SCPI aussi, par exemple, qui sont. alors, les SCPI, c'est un autre truc. C'est juste que je pense que Pinel et SCPI ne sont pas des stratégies d'enrichissement. C'est pas des stratégies où tu dois lever de la dette pour aller en chercher. Par contre, avoir un peu d'SCPI encapsulé dans une assurance vie. Vous regardez dans l'assurance vie si vous avez des SCPI. C'est pas bête, un petit peu. Ça fait un peu d'immobilier dans une assurance vie, c'est défiscalisé à un moment. Mais pas d'aller chercher. Il y en a qui de la dette, c'est-à-dire d'aller prendre un prêt pour ça. Dites-vous juste que si vous voulez vous enrichir, ça dépend. Des fois, vous n'avez pas besoin de vous enrichir, juste de diversifier. Les fonds de pension, ils achètent des immeubles à 2% parce qu'ils veulent juste placer leur trésorerie. Mm. C'est OK. Ou parce qu'ils ont la capacité de lever de la dette. Mais quand on vous demande quel est votre effort d'épargne, dites-vous que c'est compliqué de s'enrichir quand vous avez un effort d'épargne à faire parce que du coup, cet effort d'épargne, vous allez aller chercher où? Dans votre salaire actuel. Du coup, vous créez une dépendance à votre salaire actuel. C'est juste ça. Et SCPI ou Pinel, première question qu'on vous pose, c'est quel est votre effort d'épargne? Donc, quelle est votre capacité à mettre de l'épargne de côté? Il faut juste se poser les bonnes questions en fait. Après, c'est comme en maths, tu te rappelles, CQFD, tu te rappelles, le prof il mettait ça à la fin, il truc CQFD. Oui, d'accord, mais j'ai rien compris à ce que tu as dit. Ce qu'il fallait démontrer, mais c'est la même chose. En fait, tout est une suite logique. Ok. Donc pour toi, le facteur principal d'enrichissement pour quelqu'un de normal, on va dire, avec un job normal, des études normales, c'est de lever de la dette. Alors, l'un des piliers, ça va être de lever de la dette. Sur du cash flow, en tout cas, qui te fait pas un effort d'épargne. Ah, ce qui est sûr, c'est que si tu veux t'enrichir, il faudrait éviter l'effort d'épargne. Ce qui devient en 2024, qui est très compliqué, de trouver des projets qui sont rentables. Alors, on est sérieux, on parle sérieusement, on ne parle pas de bullshit. 2024, c'est un vrai challenge. Pourquoi c'est un vrai challenge? Au moment où on écoute cette vidéo, où on fait cette vidéo, c'est qu'en fait, le marché de l'immobilier, c'est un marché lent. C'est-à-dire que ça devrait, techniquement parlant, c'est pour ça que tout à l'heure je te disais techniquement vrai, c'est que techniquement parlant, les prix devraient baisser.
tous les voyants, enfin c'est pareil, c'est les maths, c'est l'économie, tous les voyants sont pour que ça baisse. Et le marché de l'immobilier il est très lent à se mettre en route. Tu vois, les crypto-monnaies, un bear market, ça fait un bear market, bim, tu vois, même les placements financiers. Mais le marché de l'immobilier, il est long. Pourquoi il est long? Parce qu'on a des vendeurs qui ne veulent pas conscientiser le fait que leur bien ne vaut plus le prix qu'ils vendent. Et on a des acheteurs qui ont le FOMO, acheter vite avant que ça soit la catastrophe et que je ne puisse pas acheter. La peur de louper une opportunité. Et du coup, il y a encore des acheteurs qui achètent cher, il y a des vendeurs qui veulent laisser cher. Mais il y a un enjeu derrière, c'est d'aller chercher des négociations longues sur des biens qui vont rester longtemps sur le marché. Ce que j'enseigne à travers mes programmes actuellement, c'est de se mettre un peu comme des stop-loss, tu vois, de se mettre des alertes, de screener le marché régulièrement et ne pas y aller tout de suite, attendre et aller chercher les morceaux de gras là. Quelqu'un que j'ai interviewé la semaine dernière qui dit aller prendre, qui est devenu multimillionnaire avec les crypto-monnaies, qui dit aller manger un bout du Cédric, je te nomme, manger un bout du mammouth. C'est-à-dire que le mammouth il est tellement gros donc tu peux pas tout manger et ça sert à rien, ça aurait pas de sens, mais aller prendre un petit bout. Et vous en fait c'est marrant, c'est l'immobilier parce qu'en fait tu fais un bien immobilier tous les 6 mois, chaque année, c'est déjà génial. Donc en fait tu as besoin de faire une belle affaire dans l'année. Donc tu screens le marché et avec cette méthode-là et tu fais des négociations longues, dans 6 mois tu as ton bien immobilier. Et le marché, il est en train de baisser dans certains endroits, mais c'est faux de dire qu'il s'est écroulé. C'est pas vrai. Ils aimeraient bien le dire. C'est pour ça que c'est comme l'inflation. Ils aimeraient bien qu'il n'y ait pas d'inflation, donc ils traficotent un peu les chiffres. Mais dans la logique, pour l'instant, ça n'a pas vraiment baissé. Mais techniquement parlant, ça doit baisser. Capacité d'emprunt qui diminue, moins de personnes et tout. Mais les gens, ils disent non, je laisserai en vente à ce prix-là, même si ça dure un an. Du coup, ça va être un peu plus lent. Mais logiquement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais logiquement, deuxième trimestre 2024, troisième trimestre 2024, à un moment, si les taux ne baissent pas, mais je pense qu'ils ne vont pas baisser tout de suite, sauf s'il y a piqûre. C'est quoi piqûre, hein, les amis? C'est juste, en fait, les notaires sont en train de licencier, les sociétés de travaux sont en train de déposer, les promoteurs déposent. Donc, c'est quoi la piqûre? C'est on baisse à nouveau les taux d'intérêt pour relancer le marché. Ça, on ne maîtrise pas ce que peut faire le gouvernement. Quoi qu'il en coûte. Voilà, on ne sait pas ce que... Ouais, non, mais sur les taux, je suis assez d'accord avec toi. On voit que l'inflation, elle n'est pas encore complètement maîtrisée. Et ça joue aussi quand même pas mal, même si elle a bien descendu. Et sur les prix, je trouve qu'on voit quand même déjà une petite baisse. On voit sur les derniers chiffres de l'INSEE en France 2-3%. Après, à Paris et Lyon, ça a quand même bien baissé. Là, on voit vraiment des grosses baisses. Et puis il y a aussi l'inflation, c'est-à-dire que l'inflation en France a pris 6-7% l'année dernière. Quand l'immobilier il a perdu 2-3%, forcément en réel ça fait plutôt une baisse de 10%. Donc les prix commencent à baisser petit à petit. Ça devrait potentiellement continuer à mon avis. Mais après, les salaires ne sont pas indexés à l'inflation. Non, mais les salaires ont augmenté aussi. Les salaires ont pas mal augmenté en France aussi. Mais moins que l'inflation. Moins que l'inflation, on est à 3-4%. Donc en fait, en étant salarié, le salarié s'est appauvri en 2023. Pour l'achat immobilier. Alors d'une manière générale, le salarié s'est appauvri en 2023. Parce que quand vous prenez une augmentation de 3% avec une inflation non maîtrisée de 6%, et quand je dis non maîtrisée de 6%, c'est qu'elle n'est pas à 6%, elle est au-dessus de 6%. C'est comme on dit en 2024 qu'elle va être en dessous, elle va être à 3-4%. C'est du bullshit. Ils ne savent pas comment arrêter l'inflation. De toute façon, il y a trop de facteurs exogènes. Crise géopolitique et tout qui font qu'ils maîtrisent que dalle. Ils ont très peu de moyens aussi pour agir dessus. Donc, ils ont les moyens qu'ils ont déjà utilisés et à un moment il y a un bout de souffle. C'est comme tu as travaillé en finance, tu avais des taux négatifs. Donc ça veut dire que normalement quand vous aviez de l'argent sur vos comptes courants, vous auriez dû reverser de l'argent, la banque vous a fait cadeau d'un argent que vous auriez dû reverser quand vous aviez de l'argent sur votre compte courant. Bon, c'est technique, mais c'est quand même un non-sens. Donc, oui, on avait atteint des niveaux qui faisaient pas de sens. Donc bon, c'est peut-être le plus compliqué, c'est qu'on est gouverné, on est gouverné par des gens qui prennent une vague. C'est pas, honnêtement, j'ai rien contre la politique. Et je trouve les gens en politique tout à fait brillants d'ailleurs. Mais c'est juste que j'y serais, je ne saurais pas quoi faire non plus. Après, peut-être qu'à un moment, ce qui peut être intéressant, je me pose la question aujourd'hui, c'est de diversifier mon patrimoine immobilier avec de l'investissement aussi à l'étranger.
Ok, et justement, je voulais en venir sur la diversification un peu de ton patrimoine. J'imagine que tu es très exposé en immobilier, ce qui est logique. Tu parlais un peu des cryptos, tu parlais un peu d'autres investissements. On voit que tu as aussi une vision économique un peu plus globale. Est-ce que tu diversifies ton patrimoine sur d'autres actifs? Et si oui, comment tu les choisis et D'accord. comment tu fais? Alors moi, j'ai une ambition très compliquée qui est que chaque source que je développe soit autonome l'une de l'autre. D'accord. Soit autonome et me permettre de vivre pour moi, pour ma famille. Voilà. Du coup, c'est assez compliqué parce que ça demande quand même de lever beaucoup. Mais du coup, il y a l'immobilier. Ensuite, je fais de l'investissement en start-up. D'accord. Donc ça, c'est de la vision 0 ou 8 à 10 ans, beaucoup. Ouais, Euh, très incertain. Yes. Donc ensuite, je fais beaucoup de crowdfunding immobilier. Donc c'est des gens qui vont se casser la tête en immobilier pour que moi, je rapporte de l'argent. Ça me rapporte de l'argent. Donc ça, c'est intéressant parce que tu as des placements à j'ai autour de 11-12% brut. Tu choisis quoi comme plateforme Alors moi, j'ai La Première Brique Ouais. parce que je suis partenaire avec eux. J'adore Thomas. Enfin, c'est une plateforme sérieuse parce que le risque, risque est important. le risque est de perte on le voit en ce moment est surtout. important. Les projets en ce moment, ils ont plus de difficultés à être débouclés, mais ils se débouclent. Toi, sur ton portefeuille crowdfunding, pour l'instant, pas de perte en capital pas de sèche. perte en capital. Et de toute façon, techniquement parlant, la probabilité d'une perte à capital réelle, elle est assez faible. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils ont une assurance, eux, déjà, sur une partie de portefeuille. La société de crowdfunding que je connais, en tout cas. Je ne parle pas des autres, je parle de ce que je connais. Et ensuite, moi, je prends quand il y a des cautions, des garanties de premier rang. C'est-à-dire que souvent, c'est des marchands de biens qui... C'est quoi le crowdfunding immobilier? C'est prêter de l'argent à des marchands de biens qui soit ne veulent pas pour aller plus vite, soit n'ont pas eu toutes les lignes de crédit bancaire. Et du coup, on va leur prêter via cette société qui est accréditée et tout. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils ont souvent des garanties de premier rang. Donc, société et personnel. Ça veut dire que dans le pire du pire des cas, et là, ça arrive, il y a un projet où la personne ne donne plus signe de vie, mais ils vont aller le saisir. En fait, pour qu'il soit insolvable, il va falloir que le mec, il faudrait qu'il vende tout avant que le tribunal ne le saisisse. Ça me paraît compliqué, assez compliqué. Parce que là, s'il fait ça, je pense il fait du pénal. Parce que s'il dilapide un patrimoine qui était inscrit sur une garantie hypothécaire et de premier rang, alors c'est un peu technique, mais dans une fin, c'est une fraude. Si c'est une fraude, il va faire du pénal. Alors, du pénal, c'est de la prison. Donc tu vois, les mecs, ils sont joueurs, mais en fait, il y a des garanties qui font que je pense que les défauts de paiement, ça va être du juridique pour les récupérer. Mais c'est des gens qui ont 3, 4, 5, 6 fois le montant qu'ils doivent. Donc ils vont le payer à un moment. Malheureusement, ça m'arrive. Alors, moi, je suis sur langue de bois. Il y a des gens qui prennent les programmes de formation, figure-toi, qui payent. On leur fait des facilités pour payer en plusieurs fois. Ils font la formation et ils arrêtent de payer. Ah oui. Tu vois. Et du coup, ben, là, on en a où. Alors, on est gentil au début, puis après, on est moins gentil parce que, en fait, ils pensent que. Tu sais, c'est exactement ce qu'on dit tout à l'heure. C'est-à-dire que on est formateur immobilier, on est blindasse. Non, mais non, c'est une société avec des charges. Et puis, tu as payé un service. Tu vas chez ton garagiste, tu payes, quoi. Si tu payes pas. Et c'est pas au milieu, t'arrêtes. Ben, j'arrête, donc j'arrête de payer. Mais c'est la même chose, c'est que quelqu'un qui ne paye pas là-dessus, et ben à un moment, il y a des choses qui font que tu peux aller les saisir sur des comptes bancaires. Parce que c'est vrai que c'est un sujet sur ces garanties-là. Dans le sens, est-ce que la société, donc par exemple la Première Brique, a la capacité et a l'envie, on va dire, parce que c'est vrai que eux, ils touchent de l'argent sur le montant levé et ensuite, ils touchent plus d'argent. Donc, s'il faut aller traîner quelqu'un en justice... Alors, la Première Brique, il y a un projet sur lequel ils ont eu un souci comme ça. Ils ont pris sur leur trésorerie pour payer un mois d'intérêt aux différentes personnes. Alors, j'en ai déjà discuté avec eux. Je pense que quand on fait ces plateformes, c'est dans une fin, un jour, de se faire racheter. Complètement. Quelle est ta valorisation? Elle dépend de quoi enfin, en tout cas, c'est ma logique. Je ne sais pas si j'ai raison, mais en tout cas, quel est ton point qui va faire ta valorisation à un moment? Sur ce genre de plateforme, c'est le nombre de défauts. Quel est ton pourcentage de défauts? S'ils ont 0 défaut, ils valent plus qu'une société qui va avoir 1%, 2%, 3% de défauts. Donc, et là, dans la vraie vie, parce que ça arrive régulièrement, là, c'est une bonne question. Arrivé, ils sont vraiment allés chercher au tribunal. Je ne sais pas s'ils seront valorisés comme ça. Si justement le défaut sera pris en compte pour quelqu'un qui va racheter la société. Parce que finalement, en fait, le taux de défaut n'impacte pas du tout leur profitabilité au final. Alors, c'est exactement la même chose qu'on en parlait tout à l'heure qu'un booking à 6 sur 10.
leur taux de défaut va impacter derrière leur notoriété. La notoriété est plus importante que tout le reste. Tu travaillais en finance, je ne sais pas si tu travaillais en banque ou juste en finance. Moi, j'étais finance, j'ai fait d'abord de la fusion-acquisition et ensuite de l'investissement dans du non-coté. Moi, je travaillais en banque et la banque n'avait rien à faire d'une amende. Quand ils devaient diffuser, par exemple, qu'ils avaient perdu quelque chose, c'était 10 fois pire qu'une amende importante. Parce que la notoriété, le risque sur l'image et la réputationnelle, le risque réputationnel pour des sociétés est beaucoup plus important que la perte financière directe. Non, mais ça, je suis d'accord. Après, c'est vrai que sur la valorisation de l'entreprise, je sais pas. Mais, non, la valorisation, elle va être par rapport au chiffre d'affaires, par rapport aux différents projets, bien évidemment, la valorisation classique. Mais ensuite, il y a une pondération. Je pense que ta valo, elle dépend de ta capacité à monter. Ouais, la valo, elle est alors un peu moins vraie en ce moment qu'il y a en 2021-2022, mais c'est aussi ta capacité à quel est ton chiffre d'affaires. Tu vois. Et si tu te prends beaucoup de casseroles, ça c'est clair. Ça peut être plus compliqué. Mais en fait, je pense que ça dépend aussi un petit peu de la vision des dirigeants, c'est-à-dire qu'ils ont quand même une incentive un peu court terme à faire beaucoup de projets, justement pour gagner beaucoup d'argent, le crowdfunding. Et il faut qu'ils aient cette vision long terme de si dans 2-3 ans les projets pètent, ma plateforme elle casse. Donc en fait, le sujet, c'est aussi de savoir si les personnes. Parce qu'il y en a qui n'ont que des visions court terme et qui sont tentés par gagner beaucoup d'argent tout de suite, et d'autres qui vont avoir plus une vision long terme. Donc c'est un peu. Mais justement, là, je trouve qu'il y a une crise importante plutôt dans le crowdfunding avec des projets qui commencent à être de plus en plus compliqués. C'est très intéressant de voir le recul, d'avoir du recul sur cette période-là, sur les différentes plateformes de crowdfunding, pour voir lesquelles ont pu vraiment tirer leur épingle du jeu, ont vraiment sélectionné des projets intéressants et ont sourcé et ont fait attention à ce qu'ils ont choisi. C'est super intéressant, je trouve. L'année prochaine ou dans 2 ans d'actualiser les taux là, tu sais, ils font un indicateur de performance, d'actualiser ce tableau là qui vont se gamer, et là les masques vont tomber parce que c'est vrai qu'ils ont eu 10 ans de croissance constante de l'immobilier avec aucun sujet sur les remboursements, des taux de perte à zéro. Donc là on va voir ce que ça va donner bientôt. En tout cas, on va suivre ça avec attention. Du coup, il y a du crowdfunding immobilier voilà, cette société, j'ai quand même il y a des projets en retard et je te dis, il y en a un qui va commencer à aller au tribunal. Ok. Mais il va au tribunal, c'est-à-dire qu'en fait, au tribunal. Oui, c'est pas fini. C'est pas que c'est pas fini, c'est qu'en fait, au tribunal, tu es sûr la personne est en tort, donc elle va se faire saisir. C'est des maths, en fait. T'es obligé d'aller sur le fond, enfin, c'est technique, mais c'est. Il n'y a pas un juge qui peut débouter la société qui a financé. Tu vois. Clairement. Donc c'est juste que voilà. Ça prolonge et entre-temps, tu as des intérêts de retard qui seront obligés de payer aussi. Parce que quand ils vont se faire saisir, ils se font saisir toutes les sommes. Attention, quand vous ne payez pas quelqu'un et que vous faites une arnaque, là, j'ai dans ma société du coup quelqu'un comme ça, on va lui saisir, elle nous devait de l'argent, on va lui saisir son argent plus environ 25%. Parce que tous les frais que ça nous a occasionné, juridiques, huissiers et compagnie, elle va les payer. Et elle ne va pas vouloir les payer. Du coup, l'huissier va être mandaté à aller chercher tous les comptes de la personne. Il va aller descendre tous les comptes, tac, tac, un par un. Donc c'est pas très faut très pas marrant. Jouer à ce petit jeu là. Faut pas jouer à ce jeu là il faut être comment dire. En fait, il faut être honnête. Tout simplement. Et est-ce que tu suis un petit peu l'allocation de ton portefeuille? Tu as quelque chose de, je sais pas, un Excel pour vraiment suivre la répartition, etc. de tout, ou tu fais un peu, tu gardes tout en tête? Non, j'ai un Excel pour gérer ça. Je suis pas encore passé sur une application. D'accord. Mais là, j'ai un Excel qui me permet de voir ça, de voir est-ce que je l'ai fait évoluer positivement en import, parce que je fais pas d'import automatique. C'est-à-dire je rajoute pas automatiquement de l'argent dessus, je le fais par vague et voir un peu comment ça évolue. Donc j'ai du crowdfunding immobilier, j'avais fait du minage. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est assez bas, mais ça avait pas mal rapporté à un moment, donc par des sociétés. Il y a un petit peu de crypto-monnaie, légèrement, tu vois. Là, je me pose la question c'est les derniers jours pour rentrer, tu vois, donc pas assez. Je pense pas rentrer là, je vais voir. Mais des altcoins, du bitcoin, un peu de tout. Bitcoin, Ethereum. Moi, je suis comme un IMO, je suis assez traditionnel. Donc, tu prends Bitcoin, tu prends Ethereum. Si ça doit péter, c'est eux qui vont péter en haut ou en bas, quoi. Clairement. C'est eux qui vont amener le marché. Un peu de placement financier, aussi pour mes enfants. Assurance vie aussi pour mes enfants, voilà, des trackers, des trucs assez basiques. En fait, j'essaie d'enrichir sur chaque pilier
D'accord. et de monter comme ça. Et de faire attention à mon exposition. Tu vois, je m'étais pas mal exposé aux startups, du coup, je suis en train de voir pour rééquilibrer. Alors, tu peux pas sortir à l'argent, mais du coup, rééquilibrer le pourcentage par rapport à ce que je réinjecte. Tu peux mettre plus sur d'autres, ouais. Et oui, tu as quand même une grosse partie de ton allocation qui est sur l'immobilier ou c'est bien diversifié Alors, j'ai quand même une grosse partie de mon allocation qui est sur l'immobilier, parce que j'ai déjà ma résidence principale. Tous ceux qui disent tout de suite, ça fait, ta résidence principale, c'est une bêtise d'acheter la résidence principale. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est une bêtise d'acheter ta résidence principale si tu vis à Dubaï. Mais si tu vis en France, il faut bien te loger. Et dans ces cas-là, c'est une niche fiscale. Donc pourquoi pas faire une niche fiscale? Est-ce qu'il faut être bête ou pas? Je sais pas. À un moment, c'est juste c'est peut-être le truc le plus rapide à faire. Alors, on pose souvent cette question justement c'est une question que beaucoup de gens se posent au moment d'acheter leur résidence principale. Est-ce que je commence par un investissement locatif ou par une résidence principale? Qu'est-ce que tu répondras à cette question? Je te connais pas, donc c'est compliqué. Et en fait, c'est une excellente question, comme est-ce que je commence par du LMNP ou je fais une SCI? Bah, fais ce que tu veux. En fait, si je te connais pas, je peux pas te répondre. Pourquoi? Parce que je sais pas, est-ce que tu es marié, est-ce que tu as des enfants, est-ce que tu vas avoir des enfants, tu vis dans quelle ville? Donc je vais répondre juste techniquement à cette question. Si vous vivez dans une ville où l'appartement ou la maison que vous voulez, elle revient moins cher en location que ce que vous auriez dans un crédit sur résidence principale, et que c'est cette maison-là ou cet appartement-là, ce style-là qui vous rend heureux, peut-être que ce sera mieux d'aller en location. Si vous êtes capable de faire un petit effort sur votre gratification pour aller faire une résidence principale qui va être un projet immobilier à part entière, ça peut être intéressant d'être en résidence principale. Si vous êtes dans une ville où les loyers sont... l'immobilier est vraiment pas cher, passer par résidence principale peut-être directement. Tu veux vivre parce que tu as 25 ans et tu veux kiffer ta vie à Paris dans le 17e pour sortir tous les soirs et tout, tu vas pas acheter, tu vas louer et tu vas investir. Maintenant, tu as plutôt une vie, tu as 25 ans, tu as déjà un gamin, tu as le scénic et tout, tu as une logique peut-être différente. Tes week-ends, tu vas peut-être plus les passer à retaper ta maison qu'à aller faire la fête. Ça dépend de... Il n'y a pas de réponse binaire. Maintenant, c'est à un moment faire un achat de résidence principale, honnêtement, c'est quand même dommage de ne pas le faire. Tu es assis sur de l'argent? Non, s'il vous plaît, prenez-le. C'est dommage. Non, mais c'est sûr que c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il faut que les gens fassent attention aux conseils génériques parce qu'en fait, quand on va sur les réseaux ou sur YouTube, souvent on est obligé de donner des conseils génériques, mais faut faire attention. On n'est pas obligé de les donner. Bah, on peut d'abord donner les cas pratiques, les use cases, si on revient sur des trucs qui te donnent, voilà, ce cas-là, il est plutôt pour ce genre de personnes, et des fois, mais faire ça, c'est compliqué parce que quand tu es sur YouTube, quand tu veux vendre des formations, tu exclus des gens quand tu fais ça. Complètement. Et il y a beaucoup de formateurs, en fait, ils veulent juste vendre la formation, donc ils veulent pas exclure des gens. Mais la vraie vie, elle est qu'il y a des choses qui correspondent pas à certaines personnes. Dans ma formation, je parle de démembrement. Ça correspond pas à certaines personnes. Maintenant, je le mets parce qu'il y en a à qui ça va correspondre. C'est ok, il faut être aligné sur ce qu'on veut donner, quoi. Clairement. Peut-être qu'on peut faire un petit zoom sur le financement. Tu as travaillé en banque. C'est un sujet de plus en plus complexe. En 2023, ça a été assez dur. Voilà, les taux d'intérêt ont continué à augmenter. C'est quoi un peu ta vision sur le marché en 2023 du financement et comment tu le vois pour 2024 ? Est-ce que ça va se détendre un petit peu par rapport à ce qui s'est passé en 2023 ? Alors, honnêtement, je pense pas que ça va se détendre. Ok. Pas tout de suite, en tout cas. Sauf à ce qui est une piqûre, une perf, qu'on nous mette sous perfusion et qu'on détende les taux d'intérêt. Il y a certaines choses qui vont se détendre. Ils vont augmenter les dérogations pour les investisseurs locatifs. D'accord. À première vue, ils en parlent. Maintenant... La dérogation pour le taux pour le taux d'endettement. Mais si vous êtes amateur, vous n'êtes plus finançable. C'est comme ça. C'est-à-dire que si vous faites ça... 2021, 2022, tu pouvais être finançable pratiquement n'importe comment, quoi. Et financer beaucoup de monde. Là, on parlait de l'apport, il va falloir un peu d'apport, il va falloir une situation stable, il va falloir se professionnaliser sa démarche et être différent des gens, être différent de la masse. Vous voulez des résultats différents, c'est bateau, mais c'est vrai, il faut faire des choses différentes. Et il va falloir avoir un dossier soigner votre banquier, comprendre son métier, comprendre ce qu'il fait, comprendre comment il gagne son argent, comment la banque fonctionne. En fait, c'est monter en compétence, on en parlait tout à l'heure, c'est monter en compétence.
Nous, on voit que le financement, il n'est pas bloqué. On voit des gens qu'on accompagne qui se font financer. Maintenant, il faut comprendre que si vous gagnez dans le foyer 4 000 € et que vous avez 1 800 € déjà de loyer, crédit à la consommation pour la voiture, machin et tout, eh ben, c'est pas possible. Donc, soit vous faites en sorte d'avoir moins de crédit, d'aller dans un logement plus petit, vous optimisez vos finances, soit vous gagnez plus. Damien, c'est pas cool. Bah ouais, c'est pas cool. Là, j'ai pris il y a 2 jours un chauffeur, il sortait son travail et il ramenait des gens pour gagner un peu plus. Je dis pas de faire ça toute sa vie. Alors oui, ça vend pas, hein, c'est pas sexy ce que je dis, hein, encore une fois. Mais c'est une vérité. À un moment, et j'en parle dans mon livre, il y a une possibilité, c'est de voir vos compétences et voir les compétences que vous pourriez monétiser plus cher que ce que vous faites aujourd'hui. La deuxième possibilité, c'est travailler plus, sur une période courte. Mais il y a une logique, c'est-à-dire que si vous voulez absolument avoir ce canapé ou cette voiture en crédit à la conso, techniquement parlant, si vous prenez un crédit à la conso pour acheter quelque chose, c'est que vous n'avez pas les moyens de l'acheter. Donc ne l'achetez pas. Clairement. De base, vous voulez manger du caviar, ça coûte plus cher et il faut gagner plus. C'est la vie. Ou alors vous apprenez à votre cerveau à aimer des choses plus simples. Et vous allez voir, si jamais c'est votre cas et vous dites Damien, franchement, il est insupportable, quoi. C'est insupportable ce qu'il dit. Et je peux comprendre, d'accord, que ce que je dis paraisse bizarre, mais vous verrez, je vous fais le pari. À partir de maintenant, bougez. Faites une action par jour. Là, j'ai quelqu'un qui nous rejoint, André. Ce matin, je lui ai envoyé un message. Si tu fais une petite action par jour, tu auras fait 365 actions, sans compter le cumul de chaque action dans un an. Et ces petites actions, tu vas soulever des montagnes. À partir d'aujourd'hui, prenez juste l'engagement sur vous de faire des actions. Formez-vous, vous ne formez pas, achetez le livre. Pourquoi j'ai fait un livre? Tu sais combien je gagne sur un livre? Je gagne 1 €. Ok. Par contre, c'est 19,80 €. Celui qui me dit... Alors, une formation, c'est plus cher. Un accompagnement, c'est plus cher. Par contre, 19,80 €. Celui qui me dit qu'il n'a pas les moyens d'acheter un livre, c'est un menteur. Ok, j'ai un gamin au jiu-jitsu brésilien qui m'a dit ça il y a quelques mois. Il dit mais j'ai vu ton livre à la Fnac. Je dis cool, tu l'as acheté? Il me dit non. Je dis pourquoi? Il était cher. Je dis arrête. Tu vas l'acheter. Si tu veux l'acheter, en tout cas, tu ne racontes pas le salade. Il a acheté. Il m'a dit après, il avait acheté. Donc, il y a nos prétextes. Faites une action par une action et vous allez voir que quand vous allez avoir ce carburant qui va arriver, en fait, les trucs matérialistes, ça va quand même... Alors, moi, plus je pouvais m'en acheter, et moins je m'en suis acheté parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Alors après, moi, je suis une caricature là-dessus parce que je suis pas du tout sur l'image. Je me fous un petit peu de l'image que je renvoie, d'avoir besoin de la voiture, d'avoir besoin de ceci, d'avoir besoin de cela. C'est pas un truc qui m'intéresse. Toi, j'ai acheté une Tesla. Et alors, j'ai me dit, tu déconnes parce que quand même, ton discours, t'as acheté une Tesla. J'ai acheté une Tesla parce que économiquement, le projet était rentable. D'accord. Parce que j'ai redonné une voiture qui était vieille, ma vieille Clio. Du coup, j'ai eu de l'argent, j'ai eu un bonus machin. Et derrière, quand tu fais le plan de financement, essence versus électricité que tu recharges chez toi, tu mets des panneaux solaires, c'est rentable. Et les gens, ils allaient signer. Non, chaque achat, t'as cette réflexion de... C'est que je voulais une voiture qui soit sécurisée, mais je prends pas de plaisir à conduire. Tu peux me mettre, mais tu te fais des achats quand même plaisir de temps en temps ou c'est toujours très... Non, moi mes achats plaisir ils sont assez simples, c'est d'acheter un beau kimono. D'accord. Tu vois, ou faire plaisir à mes enfants, je suis très resto et vacances. Okay. Mais sinon, je suis pas matérialiste, j'aime pas porter de bijoux, j'aime pas porter de montres, parce que j'aime pas ça. En fait, j'aime pas grand chose de tout ça. Un beau kimono, et je vais plutôt faire plaisir, tu vois, je vais plutôt faire plaisir à ma femme, à mes enfants, et on va se faire plaisir sur les vacances, on va se faire des expériences plutôt sympas, tu vois, là je l'ai fait voyager dans de belles conditions, là, dans pas longtemps, parce que j'ai déjà connu ça, et ma femme l'avait jamais connu, du coup, on va voyager dans de belles conditions pour aller en vacances, mais c'est juste pour en fait, c'est des petits plaisirs, mais j'ai pas de feeling au matériel, c'est pas un truc, je suis venu à l'interview, j'ai pris le métro, je suis avec mon sac Décathlon, c'est cool quoi, tu vois. C'est pas un truc, j'ai pas grand chose à dire. Enfin, juste non, ça te parle pas. Ça me parle pas. Et je pense que plus on peut se le permettre et moins ça parle. Après, je connais des gens à côté de ça qui gagnent beaucoup et qui kiffent vraiment les montres, les voitures et tout. Bon, c'est cool quoi. Ouais, chacun son truc. Du coup, typiquement, si une personne n'est pas finançable, ça sert à rien qu'elle achète une formation. Enfin, peut-être que ça peut être déjà le premier filtre. Alors, oui, non. Alors, nous, on filtre un peu là-dessus, sauf l'état d'esprit. Okay. C'est-à-dire qu'on filtre là-dessus, sauf si tu as l'état d'esprit. Si tu montres que tu veux te battre, que tu es un battant. Dans le livre, j'ai Jérôme qui était fiché Banque de France quand il a rejoint la formation. Il ne me l'avait pas dit, sinon ça m'aurait gêné de lui vendre la formation, sachant qu'il était déjà fiché Banque de France, c'est-à-dire qu'il était au service contentieux de sa banque.
Mais au final, il m'a dit, enfin, vous verrez dans le livre, hein, ça lui a changé sa vie. 1 an plus tard, il avait 50 000 euros sur ses comptes. On a optimisé ses finances. Il a compris qu'il fallait arrêter de déconner. Mais je suis pas là pour lui rendre ça. Enfin, moi, je suis pas là pour lui faire des sourires. Hein. Et c'est ça qui est magnifique dans notre métier. C'est qu'on est payé pour, des fois, être assez virulent. Et lui, je lui dis d'arrêter de déconner. Arrête. Et il a compris, quoi. Enfin, et il a optimisé des choses. Aujourd'hui, il est en train de créer des sociétés. C'était quoi, par exemple, un petit peu les optimisations qu'il a dû faire Bah, déjà, on arrête les crédits à la conso. D'accord. Et après, tu vas assumer ton truc. Et ben, tu as une résidence principale, on va l'optimiser, l'arbitrer. Donc, on l'a optimisé pour la vendre plus cher, on l'a arbitré pour qu'il puisse sortir de. Parce que le premier niveau, c'était qu'il sort du service contentieux de sa banque. Tu peux pas avancer sereinement dans des sables mouvants. C'est pas vrai. Donc, par exemple, quelqu'un qui a pour l'instant des crédits à la conso, un salaire pas exceptionnel, donc potentiellement qui n'est pas finançable tout de suite, tu peux, toi, l'accompagner, optimiser ses finances. Ouais, parce qu'on va passer sur déjà, on va voir ses objectifs. D'accord. Il va comprendre pourquoi il est dans cette situation. Bah, tu sais, le quotidien fait qu'on ne se pose pas beaucoup de la question et on subit des fois. Et ensuite, on va optimiser les finances et créer ce profil-là. Tu vois, ça va prendre par des règles de petits pas. C'est aujourd'hui, tu décides de changer. Tu sais pas comment, et du coup, nous, on va t'aider, mais tu décides de changer. D'investir sur toi pour te dire, ok, il y a un problème. Je suis alcoolique. Si je rentre dans ce bar, je vais boire avec mes copains. Je suis obligé de pas rentrer. C'est un peu la même chose. Si tu continues à faire ton train-train, en fait, et on l'a tous, la pression sociétale, la pression du week-end, la pression qui fait que tu dépenses de l'argent que tu n'as pas ou tu te retrouves à zéro, à découvert. Et ça, c'est pas quand on gagne 2 000 euros. Ça peut arriver quand on gagne 10 000 euros, 15 000 euros. C'est la même. Tu gagnes 10 000 euros, à la fin du mois, tu es à zéro, tu es à découvert. Tu n'es pas plus riche que celui qui gagne 2 000 euros et qui arrive à économiser 200 euros. Hein. Donc, c'est pas à une population, c'est est-ce que tu veux t'en sortir de cette situation ? Est-ce que tu as envie ? Voilà. Tu peux ne pas avoir envie. Hein. Bah, si tu regardes la vidéo, je pense que tu as envie. Mais en principe, on peut ne pas avoir envie. Et le but, c'est aussi d'arriver au moment où la personne elle a envie. Clairement. Ouais, il y a des gens. Moi, il y a plein de gens dans mon entourage qui n'ont pas l'envie d'investir et qui sont très bien dans le salariat, qui sont très heureux comme ça et qui veulent pas bouger, pas forcément prendre des risques et qui sont très contents. Et est-ce que pour toi, c'est un mindset qu'il faut absolument changer ou il y a juste des gens qui peuvent aussi quand même être heureux en ayant leur CDI, mettre un peu d'argent de côté pour leur retraite, avoir une retraite plutôt correcte avec un salaire décent, sans forcément avoir des ambitions astronomiques de devenir riche et libre financièrement. Non, le plus important, c'est est-ce que tu te mens à toi-même. Ok. Donc ça, c'est un travail personnel. Ce que je leur fais faire, c'est... Voilà. Le but, c'est de ne pas se mentir. Est-ce que tu es vraiment heureux comme ça, tu vois ? Je vais reprendre l'exemple du sport. Est-ce que tu es vraiment heureux avec ton bide ? Si tu es vraiment heureux et que d'être essoufflé au bout de 3 étages, c'est pas moi qui vais juger que c'est embêtant pour ta santé. Même si c'est embêtant pour ta santé. Mais est-ce que tu es vraiment heureux ? Et souvent, quand tu grattes, alors il y a des larmes qui peuvent venir, tu te rends compte que les gens, dans beaucoup de cas, ils subissent plus qu'ils ne sont heureux. Et quand tu fais ce travail, c'est là qu'on dévoile un petit peu ce qu'ils ont vraiment envie d'être. Et voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont envie mais qui n'ont pas le courage et du coup qui redescendent. Donc oui, je suis heureux. Mais si tu es heureux, est-ce que tu te bourres la gueule le week-end ? Pourquoi tu te bourres la gueule le week-end ? Si tu es heureux. Est-ce qu'il y a besoin de se mettre de l'éthanol dans le corps pour émanciper quelque chose ? Tu vois, donc, si tu te mens pas et que vraiment tu es heureux, et ça arrive, j'en connais qui sont vraiment heureux dans le salariat et tout, mais bien évidemment, ne change pas de mindset. Je suis qui ? Déjà, je suis qui ? Tu es qui ? On est pour dire à quelqu'un que ce que toi tu fais, c'est mieux que ce que lui il fait. On est qui ? On est personne. Si tu t'es posé des questions et que c'est vraiment ça que tu kiffes, fais-le. Ouais. Mais pose-toi les vraies questions. Donc il y a quand même un vrai travail sur le mindset avec les gens que tu accompagnes, enfin sur le mindset ou sur leur façon de se voir, de se il y a un vrai travail d'objectifs au début qui ne sont pas que immobiliers. Encore une fois, je me manque de l'immobilier, c'est qu'un système. C'est-à-dire que quelqu'un aujourd'hui qui gagne 10-15 millions d'euros, je ne vais pas forcément lui dire de faire de l'immobilier. J'ai eu quelqu'un qui avait gagné à l'euro-million, qui se faisait arnaquer de toutes parts. Et je me disais, combien tu as besoin pour être heureux ? Combien tu as besoin ? En burn-out. Je dis, mais ça, mais on va le faire même sans faire de l'immobilier. Il te suffit d'un petit placement sécurisé
et tu récupères ça. Et t'arrêtes parce que sinon tu vas mourir dans 2 ans d'un ulcère. Tu vois, donc ça dépend. Ça dépend les différentes personnes. Donc oui, il y a le mindset. On va travailler les objectifs personnels, professionnels, on va faire les OKR. On va vraiment aller très loin pour structurer cette partie-là qui va être en fait tes fondations, quoi. Ton plan d'architecte. Est-ce que tu as l'architecture globale de ta vie, quoi, perso, professionnel, personnel, familial? Est-ce que tu penses à faire des cadeaux, fêter des anniversaires, tu vois, il y a plein de choses au final. Et où tu veux être? Est-ce que tu veux être une meilleure version de toi-même ou juste plus riche? On en revient à la richesse. L'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue. Il ne fait pas le bonheur. Si tu as de l'argent et que ta femme ou ton mari part avec sa maîtresse, bon, bah, c'est cool, quoi. Hein. Tous les week-ends, tu étais en immobilier à fond, tu es arrivé, t'es chéri, je suis libre financièrement et moi, je suis libre tout court. Tu vois, donc voilà, faut être aligné sur l'ensemble. Donc oui, le mindset, on travaille dessus. C'est peut-être le truc le plus difficile à déclencher. Ok. C'est incroyable que tu aies accompagné un vainqueur de l'euro. J'ai accompagné la fille d'un vainqueur. Le vainqueur, alors pour la petite histoire, c'était 48 millions d'euros. Le vainqueur, il est mort au bout de 2 ans. Ah ouais. Parce qu'il est parti en suicide total. Et du coup, les 2 filles ont récupéré. Les 2 filles étaient en burn-out quand je les ai récupérées. Elles se faisaient arnaquer de partout. En fait, t'imagines, je te dis, j'ai 20 millions et je ne suis pas éduqué financièrement. Tout le monde les appelait pour leur vendre des trucs de merde. Elle savait même plus ce qu'elle avait, elle me faisait. J'arrivais même sur la page à savoir tout ce qu'elle avait. J'ai dit, mais t'as pas besoin de tout ça. Toi, tu veux juste, elle voulait quoi, 70 000 balles à l'année, quoi, tu vois. Je dis, mais tu places juste un petit truc. Et le résultat, elle n'a pas fini l'accompagnement. Je l'ai relancé. Après, elle n'a pas fini l'accompagnement. C'est-à-dire qu'elle est sûrement allée dans des. En fait, elle n'arrivait pas, quoi. Elle est partie en burn-out total. Ah, elle était tellement sursollicitée que. L'éducation financière, ça s'apprend. Quand tu n'as pas d'argent, tu dois l'apprendre. Mais bon, si tu ne l'apprends pas, bon, tu peux pas. Tu as un effet de levier qui est très petit sur ce que tu vas. Tu vas prendre 3 crédits à la conso. Bon. Par contre, quand il te tombe une grosse somme d'argent et que tu n'es pas éduqué financièrement, c'est juste encore plus une catastrophe. Il vaut mieux pas avoir d'argent qu'avoir une grosse somme qui te tombe dessus si tu n'es pas prêt au niveau éducation financière. L'éducation financière, c'est pareil. Alors, ça s'apprend, c'est une formation. Bah ouais, l'éducation financière, ça s'apprend. En fait, être éduqué financièrement, ça s'apprend. Pour être éduqué, on éduque nos enfants. S'éduquer financièrement, c'est la même chose. Qu'est-ce que je fais de mon argent? Est-ce que j'ai du respect pour l'argent que je gagne ou pas? Est-ce que je mérite les dépenses que je fais? Est-ce que je peux les faire? Et si c'est non, tant pis. Pleure, fais ce que tu veux, mais c'est la vie, c'est comme ça. Tu les feras plus tard. Pour revenir rapidement sur le financement, est-ce que, il y a ce sujet de la capacité d'emprunt aussi. Au bout d'un moment, si je fais un premier investissement locatif et que je suis bloqué par ma capacité d'emprunt, comment je fais pour enchaîner, même si je suis autofinancé sur le bien, ou j'ai un petit cash flow positif, ou que je veux faire plusieurs investissements patrimoniaux, si je suis bloqué par ça, est-ce qu'il y a des façons de faire pour passer outre cette capacité de financement qui est un peu bloquante? Déjà, il y a quelque chose qui est que c'est un jeu d'échecs. C'est-à-dire que quand tu joues ton premier investissement, monte-le. Moi, je dis toujours, monte-le comme si, quand tu vas sortir de chez le notaire, tu vas trouver la meilleure affaire du siècle. Ça veut dire que fais un financement, un premier financement qui te permet de continuer. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tu sais, ça fait plaisir de dire sans apport. Ok, tu as de l'argent sur un livret A. Ta femme, elle a de l'argent sur un livret A. Vous avez 40 000 euros. Potentiellement en mettant un apport un peu supérieur, en fait, qui va être au final avec un rendement qui va être intéressant. Si tu prends le rendement global sur 10 ans, c'est intéressant. Ça va te permettre de peut-être avoir une échéance plus faible et de pouvoir aller chercher ce deuxième projet. On ne fait pas un projet pour un projet. On fait un projet d'une cartographie globale. Donc quand tu construis ton premier projet, fais en sorte d'avoir l'oxygène pour le deuxième. Tout simplement. Okay. Sachant qu'ensuite, il y a des conditions particulières qui permettent de pouvoir... ça, vous l'avez pratiquement tout le temps, qui vont permettre de pouvoir, au bout de 24 mois, baisser l'échéance d'un certain montant, etc. Donc, vous allez pouvoir jouer aussi avec... Vous créez de l'oxygène sur votre premier projet, mais faut être malin. J'en ai dit, non, mais j'investirai sans apport. Pourquoi? Peut-être que c'est pertinent de mettre de l'apport. Peut-être que c'est pas pertinent. Mais peut-être que c'est pertinent d'en mettre. Là, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu multimillionnaire en immobilier en Belgique. Là, il me demandait du coup des conseils sur un projet assez gros qu'il avait. Et c'est cette logique d'enrichissement. Il a l'enrichissement, le cash flow tout de suite, et le cash flow à 5 à 10 ans, avec une potentielle revente, avec plus-value, etc. En fait, il faut avoir la logique globale de votre enrichissement.
Et là-dessus, c'est pareil, c'est un jeu d'échecs. Le premier, tu le construis pour pouvoir faire le deuxième. Ouais. Faut penser à la suite et... Faut penser à la suite, ou si tu penses pas à la suite, sois pas surpris d'être bloqué. Okay. C'est QFD, tu te rappelles? Comment mettre? C'est pas plus compliqué en fait. Et quel conseil tu donnerais à des personnes pour bien négocier leurs prêts et surtout, qu'est-ce que tu leur conseillerais de négocier? Il y a le taux, il y a potentiellement les frais de remboursement anticipé. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on peut négocier sur un prêt. Comment tu les négocierais et qu'est-ce que tu négocierais en premier? Yes. Aujourd'hui, en 2024, ayez votre prêt déjà. D'accord. Donc il y en a 4 sur 10, et encore, on est limite au-dessus. Mais il y a 4 sur 10 qui sont refusés. Donc ayez votre prêt, c'est déjà la meilleure négociation. Négociez pour avoir votre prêt. Ensuite, si vous avez vraiment le choix, faites attention aux indemnités alors, pas forcément de remboursement anticipé, parce que de toute façon, ils ne peuvent pas dépasser un certain montant, ils sont plafonnés. Mais regardez comment ça se passerait en cas de renégociation de prêt. Je m'explique. Aujourd'hui, vous allez emprunter à 4,5. Dans 3 ans, les taux ils passent à 2. Et là, ça va être intéressant de renégocier. Donc plutôt, anticiper une potentielle baisse. C'est ce qui a le plus de chances de vous impacter à court terme dans le coût global de votre crédit. Donc demandez à votre banquier qu'est-ce qui se passe si dans 2 ans ou dans 3 ans, les taux passent à 2%. Qui vous simule les frais que ça pourrait vous occasionner. Ce serait peut-être à aujourd'hui mon meilleur conseil. Donc il est double. Le premier, c'est ayez votre prêt. Et des fois, on est les rois du monde et des fois, il faut se faire un peu petit. En ce moment, c'est bien d'avoir son crédit. Et numéro 2, par contre, il y a fort à parier que vous allez pouvoir augmenter votre cash flow sans rien faire d'ici 3, 4, 5 ans si les taux baissent. Mon ami, la personne qui m'a demandé les conseils là, en Belgique, on a vu, c'est avec 1% d'écart, c'est plusieurs milliers d'euros. Lui, c'est des gros projets qu'il a en gain. Donc, on a mis ça aussi dans les hypothèses. Donc, ça serait les conseils principaux. Okay. Et allez, faites pas les crevards. Non, faites pas les crevards sur le taux, le 0,1 du taux, l'assurance, le machin. Faites pas les crevards. C'est une société commerciale. Ouais, il faut bien comprendre, du coup aussi pour avoir son prêt, essayer de trouver des façons aussi que ça devient avantageux pour la banque. Donc potentiellement aller voir une autre banque pour migrer son assurance vie dans une banque, ça peut être intéressant. Ou lui demander tout simplement. Moi, ça m'est arrivé de demander à la banque sur quel produit vous êtes le plus commissionné. Ok. Positionnellement pour te mettre dessus et lui dire à la banquière, sur lequel vous avez la plus grosse commission. Okay. Pas de problème, pas méchamment, pas en mode... Après, si elle est jolie, vous pouvez lui acheter des fleurs, l'inviter au restaurant. Souvent, les banquières sont très jolies. Je sais pas pour les banquiers, je suis moins attiré, mais... non, mais en fait, soyez juste agréable. Si vous êtes agréable avec les gens auront toujours plus envie de défendre votre cas. À un moment, c'est possible que ça soit... Selon les organisations des banques, il y a des délégations, mais d'une manière générale, il va y avoir une validation de quelqu'un. Okay. Alors dans les banques mutualistes et tout, des fois c'est le directeur directement qui peut valider, mais de manière générale, il va y avoir une validation. Soyez gentil, soyez agréable, soyez bienveillant. En fait, il y a fort à parier qu'ils aient rencontré 80% de leur clientèle qui les prennent de haut, qui ne sont pas très agréables, potentiellement. Donc, si vous êtes agréable déjà, c'est cool. Soyez agréable. Si vous avez, c'est un truc tout bête, mais vous avez vu qu'il y avait des chocolats sur le bureau. Le rendez-vous d'après, venez avec une boîte de chocolat de la même marque. Personne ne va le faire. Ok. Et pour toi, c'est un impact. Ça va... En fait, il y a le verbal, le non-verbal. Et il y a le côté subjectif. Pour qui je vais me battre? Ok. Moi, dans les gens qu'on accompagne, quelqu'un qui est agréable, c'est mon inconscient, c'est pas mon conscient. Il va plus se battre. Tu vois. Toi, tu as un site de comparaison. Tu as le côté rationnel de la chose et le côté irrationnel. Le côté irrationnel, c'est le feeling. Et le feeling, ça se fait sur des trucs qui sont des petites bêtises. Après, on essaie de le réduire au maximum, cet aspect feeling. Non, parce qu'il est important le feeling. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, ça veut dire que la valeur du feeling, il va se faire sur le côté, des fois, humain, sur le côté que du coup, par exemple, là, dans votre cadre, c'est ce que le formateur va faire aussi à ses élèves. Et on a bien vu, c'est du mindset. Donc, si le formateur a ce côté-là, il va faire débloquer des choses aux personnes
qui ne seront pas l'immobilier. L'immobilier, c'est facile. Par contre, c'est pourquoi j'en fais pas. Comme on dit, tu sais, si tout le monde le faisait, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Ben non, c'est pas si facile. Parce que le premier truc, c'est le blocage dans ton cerveau. On a tous envie de vivre longtemps en bonne santé et tout. Pourtant, on bouffe toute de la merde. Et on fait pas attention à ce qui rentre dans notre corps. Donc, et pourtant, on sait, on connaît les règles du jeu. Hein. Si tu bois, t'as une cirrhose. Dis ça à tous ceux qui boivent le week-end. Et tous les jours, d'ailleurs. Donc, pourtant, on connaît la règle du jeu. Si tu manges trop, tu es obèse. Tu es obèse, tu as de la graisse autour du cœur. Et le jour où tu fais une crise cardiaque, c'est compliqué pour toi. Bah ouais, mais bon, le gras, c'est bon. Tu vois, on connaît les règles du jeu. Donc, la différence, elle va être sur ce feeling que tu vas avoir avec les gens que tu accompagnes aussi. Je suis d'accord. Mais c'est intéressant, nous, dans notre position, ce côté feeling pour nous, du coup, qui est subjectif. Je veux bien m'entendre avec quelqu'un et pas forcément avec quelqu'un d'autre. Et pourtant, ce quelqu'un d'autre peut être, pour moi, très compétent. Et on essaie justement, en faisant des grilles de notation, de diminuer au maximum cet aspect feeling où, oui, il y a des gens, il y a des partenaires où on va mieux s'entendre parce qu'ils sont plus sympas, on s'entend mieux, mais on essaye de limiter cet aspect-là au maximum dans nos notations et dans la façon dont on compare. Parce que oui, t'as toujours envie de mettre la personne avec qui t'entends bien au-dessus, mais bon, c'est pas ce qu'on essaie de faire, c'est pas le but. Il faut que ça soit derrière rationnel, exactement. Mais ça doit être un petit pourcentage. Il y a un juste milieu. Parce qu'il est important ce pourcentage. Il y a un juste milieu à trouver. Ouais. Parce que tu vois, ne serait-ce que la personne qui a le bon feeling, elle risque d'avoir des partenaires avec ce feeling-là. Et les partenaires qui vont être donnés aux membres des programmes. Mon frère, il me dit, tous les gens que tu m'amènes sont sympathiques. Tous les gens qui viennent du programme. Et je dis oui, mais parce que ils sont rentrés dans cette culture de respecter le prestataire, d'être sympa en fait, parce que on s'en fout. Le but c'est d'être sympa dans la vie. Tu rencontres n'importe qui. Allez, j'étais à l'hôtel pour ma compète. Moi je dis bonjour à tout le monde. Je vais revenir sur mes pas pour dire bonjour à la femme de ménage qui est derrière, où personne ne lui a parlé, personne ne l'a considéré. On peut être cool, quoi. Tu vois. Oui, complètement. En tout cas, merci Damien pour cette interview, c'était super intéressant. Julien va te poser des questions plus sur ton parcours d'entrepreneur et d'investisseur immobilier. Yes. Donc je lui laisse la place et moi je te remercie grandement pour avoir échangé avec moi, c'était super. On passe du coup à la seconde partie de l'interview, plus pour comprendre en fait pourquoi les gens, selon toi, ils passent pas à l'action. C'est-à-dire moi j'ai pas mal d'amis qui veulent investir dans l'immobilier, mais en fait ils le font pas. Voilà, ils vont acheter des formations, mais ils le font pas. Est-ce que toi, tu as des solutions un peu pour aider les gens à se dire, OK, là, je vais le faire cette année? Alors, c'est une bonne question. Si j'avais la réponse, la vraie réponse, ça serait magnifique. J'ai pas la réponse, hormis le fait qu'il y a la pression de tous les jours qui redescend. C'est-à-dire que tu as envie, mais malheureusement, beaucoup de personnes s'arrêtent à la première difficulté. C'est-à-dire... j'ai fait 3 jours de visite, j'ai pas trouvé de bien. J'ai fait 3 recherches, j'ai pas réussi. J'ai fait une négo, j'ai perdu. J'ai pas eu mon financement. T'as fait combien de banques? Une banque. Ouais. Et en fait, on est dans une société aujourd'hui de consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, si on a faim, dans 2 minutes, on nous livre à manger. On n'a même pas besoin de se bouger. Tu veux un autre micro? Eh, c'est bon, ce soir, Amazon Prime, tu vas. Du coup, en fait, on est dans une société où tout arrive sans trop d'efforts. Et on s'est habitué à être un peu fainéant. C'est-à-dire qu'on veut, tu sais, on veut les appeler avec les trucs qui bougent là. Ça marche pas. Donc, quand tu commences à dire aux gens, non, il va falloir se bouger, des fois, ils abandonnent. C'est pour ça que moi, j'ai un discours qui est, si tu remarques depuis le début de l'interview qui a été fait, et même sur ma chaîne YouTube, qui est très cash, c'est-à-dire, je suis pas là pour avoir un discours de paillettes, parce que mon but, c'est pas que tu sois déçu. C'est que si tu as envie, tu le fais. Il va falloir te bouger, mon gars. Il va falloir vraiment te sortir. C'est faisable. C'est pas compliqué, mais c'est faisable. Comme tout est faisable. C'est-à-dire que début de terminale, tu dis putain, il va falloir avoir le bac, quoi. Bon, à la fin, tu as le bac. Mais tu as bougé à un moment, tu t'es bouffé les anabacs, je sais pas si ça s'appelle encore comme ça, mais voilà, tu t'es bouffé les trucs à un moment, tu as baissé la tête et tu l'as fait. Là, c'est pareil, il faut baisser la tête et y aller. Seulement là, entre-temps, il y a les gamins. Il y a BFM, il y a ton mari qui va te faire chier, il y a ton patron qui va te faire chier, il y a ta femme qui va te faire chier. Et du coup, tu as plein de trucs pour dire non, mais en fait, c'est pas pour moi. C'est trop compliqué. Donc c'est pour ça. À un moment, c'est juste. Si vous êtes sûr, il n'y a rien qui doit vous arrêter. Okay. Mais ne pensez pas que ça prend 2 minutes. Parce qu'en fait, vous êtes en train de vous truquer votre cerveau. Et ça, les formateurs, parce que je me fais aussi retargeter sur YouTube, ça fait beaucoup de mal.
les discours font beaucoup de mal sur YouTube parce qu'en fait, on a trop donné l'impression. Moi, à un moment, j'ai failli arrêter YouTube à cause de ça. Je suis non, je vais rester avec mon discours et tant pis. Mais on a trop donné l'impression que c'était facile. En fait, il n'y a rien de facile. Moi, je remarque ça sur les trucs de nutrition, où les mecs là, ils sont, ou les femmes, pardon, enfin, ils sont, non, mais c'est bon, tu peux, parce que ça vend, tu vas pouvoir le faire sans faire de régime, en mangeant tout ce que tu veux et tout. Et moi, j'en ai fait un programme comme ça. Et le programme est très efficace, mais à l'intérieur, ils te disent bien tu peux pas manger ce que tu veux. Ok, tu as le droit de faire un cheat meal une fois tous les 15 jours et tout. Et en fait, il faut arrêter de mentir aux gens. Alors, vends-leur ce qu'ils veulent et donne-leur ce dont ils ont besoin. C'est une phrase marketing. C'est vrai, mais en immobilier, c'est dangereux. Parce que sur la nutrition, c'est pas compliqué. C'est bon, tu vas manger qu'une fois tous les 15 jours, mais voilà, mon gars, tu sors. Sur l'immobilier, c'est du marathon. Alors, quand tu as vendu un sprint, c'est bon, dans 10 secondes, c'est fait. Et que ça dure 1 heure, c'est un peu comme avec ta femme, tu as vendu que tu durais 1 heure et tu as duré 1 minute. Tu vois. C'est l'effet inverse, c'est la merde. Donc non, mais il faut être cohérent et ça part aussi de nous qui sommes des personnalités entre guillemets publiques, c'est-à-dire qu'on va donner des discours. Il faut aussi qu'on arrête de raconter des conneries. Donc peut-être que la faute, elle n'est pas que des personnes qui sont de l'autre côté. Elle est aussi des personnes qui disent des conneries, quoi. Ouais, non mais je suis assez d'accord. Et justement, pour embrayer sur un peu ce que tu viens de dire, c'est les gens, ils veulent aller assez vite dans les choses et peut-être pas prendre le temps d'avoir le process pour justement atteindre l'achat immobilier ou avoir plusieurs lots. Toi, par exemple, ce serait quoi avec la méthode un peu Daniel Lamy, tes conseils pour quelqu'un qui veut devenir riche? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup cet adage-là de gens qui disent « tu peux devenir millionnaire ». On a bien dit que justement, c'était pas quelque chose de possible, ou en tout cas de pas de rapide avec l'immobilier, ça prenait du temps. Toi, ce serait quoi un peu, si on disait en 3 points, tes conseils? Premier point, définir pourquoi on le fait, ses objectifs. Personnels, professionnels, immobilier, et les quantifier. Les objectifs qui sont de devenir riche, c'est le pire objectif au monde, parce qu'il ne veut rien dire. Il dépend déjà basiquement de l'endroit où tu vis. Parce que la richesse à Madagascar, c'est pas la même qu'ici. Et du coup, définir clairement ses objectifs. On peut respecter la méthode SMART, que si vous la connaissez pas, je sais pas si j'ai une vidéo dessus, en tout cas taper SMART sur Google. Et donc il faut faire quantifiable, atteignable, etc. Et des trucs réalistes. D'accord. Donc vous définissez vos objectifs. À partir de là, ça va définir, vous allez travailler une stratégie à la fois. Donc vous allez définir par rapport à vos objectifs, côté immobilier, quelle est la stratégie que vous souhaitez faire. Okay ? Et une fois que vous avez cette stratégie, vous allez faire étude de marché, recherche. Mais au moment où vous avez cette stratégie, ce que vous allez faire, vous allez verrouiller votre capacité à la faire. Votre capacité en temps. Okay ? Donc je reprends des exemples, mais c'est des exemples qui sont vrais pour y être passé. Quand on attend un petit bébé, par exemple, se lancer dans une division immobilière quand on attend un bébé, est-ce que c'est la meilleure chose à faire ? À voir, je ne suis pas persuadé. Donc ça va dépendre, vous allez travailler la stratégie, vous allez revenir par rapport à vos objectifs. Est-ce que la stratégie, et là vous allez rebalayer objectifs personnels, professionnels, immobilier, est-ce que ça répond à vos objectifs ? Si c'est le cas, go, vous y allez, après vous implémentez tout le projet. Mais il ne faut pas se mentir, c'est ces 2 parties-là qui sont les plus importantes. Très clair. Pour après continuer sur cette partie-là un peu de conseils en finance personnelle, on imagine que quelqu'un là qui écoute le podcast a 30 ans, il a un bon salaire, il a un peu de mal avec son travail en ce moment. Qu'est-ce que lui tu conseilles pour sortir de cette situation ? Parce que justement, toi par exemple, tu disais qu'avec tes expériences passées, tu aimais bien ton boulot, mais par contre après, un bout d'un moment, tu as senti que c'était pas forcément ce que tu voulais. Toi, qu'est-ce que tu dirais là, voilà, cette personne-là qui nous écoute ? Alors, cette personne-là, je connais pas son salaire, je connais pas son épargne, mais le premier point que je lui proposerais, c'est de mettre l'équivalent d'un loyer de côté, parce que ça va lui faire du bien, par effet cumulé de faire travailler ça, et ça va être un point positif pour, dans quelques mois, potentiellement investir dans l'immobilier, ce qui serait un truc intéressant, parce que la banque, elle n'est pas conne, quand elle va voir que ça fait 6 mois, par exemple, que tu mets l'argent que tu demandes en échéance de côté, ça veut dire que tu as une certaine capacité, même si tu n'avais pas de loyer, à avoir cet argent. Ça ne va pas faire peser dans la balance si tu as un taux d'endettement à 50%. Mais par contre, c'est quand même un point supplémentaire pour montrer ton sérieux. Et ça commence à te permettre à t'éduquer financièrement et à te payer en premier. Alors, on connaît tous Robert Kiyosaki qui le dit. Alors, il le dit, mais bon, c'est un peu con, on ne paye pas tes factures et tout. Non, enfin, dans la vraie vie, Robert, t'es gentil, mais c'est pas vrai. Ça vend des livres, encore une fois, mais c'est pas vrai. Il faut payer ses factures, il faut payer, mais il faut se payer. C'est-à-dire que
il faut, si tu as un bon salaire, eh ben, tu mets un pourcentage de côté, tu regardes où le placer et tu commences à voir, en fait, qu'est-ce que tu voudrais faire demain? Ok, première question. Tu as 15 millions qui tombent demain, tu fais quoi dans ta vie? Ok, tu vas balayer les premières réponses qui sont je vais faire des spas tous les jours, je vais partir en vacances, je vais boire des mojitos. Ok, ça tu vas le balayer, c'est les premiers trucs. Fais-le, c'est normal, ton cerveau il a besoin de rêver. Et une fois que tu as rêvé, c'est quoi que tu veux faire? Okay. Et ça va pas venir tout de suite. Donc prends le temps, tu vois, de voir ce que tu veux faire. Et à partir de là, tu vas faire du rétro-engineering. Toi qui étais ingénieur, tu connais. On part de la fin et on remonte au début. Et là, du coup, les étapes, elles vont plus se mettre. Et tu vas voir ce qu'il te faut. Et par rapport à ça, mettre l'argent de côté, de l'immobilier, peut-être monter un business. Tu n'es pas obligé, pour monter un business, de quitter ta boîte. Tu peux monter en parallèle. Ensuite, en France, si tu es malin, tu peux partir peut-être avec un plan négocié, avoir le chômage. Le chômage, c'est pas un gros mot. C'est quelque chose qui t'aide quand tu es entrepreneur. Le chômage, pour les fainéants, c'est profiter pendant 2 ans du système. Pour les gens qui se bougent, c'est avoir un coup de pouce pendant 2 ans pour bien te lancer. Tu mets tout ça en place. Mais tu sais où tu veux aller. Ok? Parce qu'il y a trop de personnes, et c'est pour ça que les gens se découragent, c'est qu'en fait, ils ont le GPS, mais ils n'ont pas la destination. Du coup, ils roulent. Ouais. Bon, je vais vers Marseille, dans le sud. Mais tu vas où? Par là-bas. À un moment, oui, tu vas avancer, mais ça va être diffus, tu vois. Donc oui, tu vas prendre une formation à droite, une formation à gauche. Tu vas prendre, ah non, lui, il est sympa, il a une bonne tête, lui, il est machin, lui, il est ceci, ah bah lui, il fait ça. Non, c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est pas d'être un pigeon. La vraie vie, c'est de savoir ce qu'on veut pour prendre les bonnes décisions. Non, bah, merci beaucoup pour ces conseils, c'était très clair. Justement, là, quand tu parlais de formation, nous, on a une question, c'est aussi pour ça qu'on avait créé MoCompare, c'était pour rendre on va dire le secteur plus transparent. C'est qu'il y a pas mal même quand on en parle avec des gens, les formateurs immobiliers, on se focalise sur justement un peu cette caricature des gens, ah ouais, il faut faire ça, il faut faire ci, et en fait, qui sont pas très clairs ou pas très bons, ou en tout cas qui vendent trop de rêves. Pourquoi tu penses que du coup, il y a une si mauvaise presse? Pourquoi il y a tous ces gens-là qui ont réussi à faire du business là-dessus? Et en quoi, toi, justement, t'es différent des autres formateurs qui existent sur le marché? Alors moi, je suis exactement comme les autres. Non. D'accord. Non, alors moi, j'ai pas la prétention de connaître les autres. Après, je me fais retargeter comme tout le monde. Après, je suis resté dans mon coin. Moi, tu sais, je me suis exilé dans le sud de la France. Mon sport, ma famille, la plage, ça me suffit. Et je suis pas trop dans l'écosystème, tu sais. Ce que je vois juste, c'est qu'il y en a qui ont vu qu'il y avait de l'argent à aller faire et du coup qui ont une vision très court-termiste de la chose. Là où je suis allé chercher une vision plutôt moyen-long terme. Quand tu écris un livre que tu te fais éditer et tout, déjà c'est long d'écrire un livre quand tu écris un livre de qualité et c'est que tu as une vision moyen-long terme. Moi j'ai plutôt une vision moyen-long terme avec ma société. Du coup, c'est que ça pour moi la différence, c'est la vision. C'est-à-dire, est-ce que tu veux juste faire de l'argent très très vite, beaucoup d'argent très vite, et tu t'arrêtes, ou est-ce que tu veux faire de l'argent mais rester dans le long terme avec les valeurs que tu donnes de ta société? Et y en a beaucoup qui ont vu, honnêtement, des formateurs en immobilier, même encore aujourd'hui, alors que c'est pas le meilleur moment. J'ai l'impression qu'il y en a encore un par semaine qui arrive. Salut, je suis devenu libre financièrement et du coup j'ai quitté mon travail. Ils ont tous, c'est toujours le même discours et je vais t'apprendre à faire pareil. Et ce qui est très marrant, c'est que moi je peux pas t'apprendre à faire pareil que moi parce que t'es pas moi. En fait, je peux te donner des skills. Un formateur Excel, il t'apprend l'Excel, moi je t'apprends l'immobilier. Après, si je t'inspire, c'est cool. En tout cas, il y en a qui disent ah, mais t'es inspirant, t'es un modèle. Je dis non, mais toi, t'es toi, moi, je suis moi. Si je peux te donner envie, et ça peut me faire une barrière, c'est cool. Mais c'est cool, quoi. T'as ta vie. J'ai un peu d'avance, du coup, je vais t'aider. Et peut-être la différence, c'est juste la vision. Après, il y a l'âge aussi. J'ai 42 ans. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont quand même des grands experts immobiliers, avec une grande maturité. Et à un moment, il y a une vérité de l'âge, quand même. Enfin, c'est fait vieux con quand je dis ça, mais à 20 ans, tu vas me montrer la vie, tu es déjà parti à Dubaï, alors déjà, fiscalité, t'assumes pas la fiscalité française, mais tu vas l'apprendre aux gens. J'ai rien contre ça, et c'est cool, tu vois, je vais à Dubaï dans quelques jours. C'est la première fois que j'y vais parce que j'ai un avis assez négatif dessus. Du coup, j'amène ma famille et tout, parce que ma femme, pareil, elle veut pas entendre parler de Dubaï. Du coup, je dis, viens, on y va tous ensemble, on va se faire notre propre avis, c'est important. J'adore Olivier Roland. Et le bon sceptique et le mauvais sceptique, il en parle dans son livre. On va faire les bons sceptiques, c'est-à-dire on va les voir et se faire notre propre avis. Maintenant, il y a une vérité, c'est que si tu as fait une exit fiscale, tu n'es quand même pas le mieux placé pour parler de fiscalité. Ou alors tu t'associes avec des gens, tu vois, qui sont en France, ou alors tu expliques que tu as encore des sociétés en France, tu vois. Mais
Je pense qu'il y en a qui ont vu le truc rapide et il y a un écrémage aussi qui est assez naturel. Mais le nombre d'experts m'étonne tous les jours. Ouais. Non, mais je suis assez d'accord, ou qui testent juste avec des YouTube ads, juste pour voir s'ils ont des gens qui sont intéressés. Mais c'est pas forcément ce qui dure. Et justement, pour finir un peu sur cette partie formation immobilière, est-ce que tu as eu au contraire des formateurs français ou étrangers qui t'ont inspiré, ou en tout cas qui t'ont dit bon, ok, il y a des gens justement qui font du bon travail, j'ai envie de m'y mettre aussi parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus? Alors très honnêtement, il nous a quittés malheureusement. Moi j'ai suivi une seule formation en immobilier pour monter en compétence, qui est la formation de Jean Baudin. Et ce gars-là m'a prouvé qu'en fait on pouvait le faire éthique. Enfin, moi je le trouvais anti-marketing, c'est-à-dire qu'en fait il faisait pas de marketing du tout. Il arrivait quand même à le faire et ça m'a motivé à me lancer. Depuis malheureusement il est décédé subitement. Mais c'était le gars qui m'a motivé à me lancer parce qu'il avait des belles valeurs. En fait, je l'avais invité par exemple à mon séminaire, tu vois, il m'a dit non, là, je fais plus de séminaire, je reste avec ma famille et tout, je veux plus quitter les week-ends et tout. Si tu veux qu'on fasse du contenu, c'est avec plaisir et tout. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'en faire derrière. Et lui, ça m'avait marqué parce que c'était exactement ce que moi je me représente, de la possibilité de le faire de manière éthique, c'est-à-dire on sait qu'on veut faire de l'argent, on est là pour faire de l'argent, c'est pas le problème. Mais à côté de ça, en marketing, bling bling et tout, non, je suis qui je suis, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Maintenant, on va passer à la dernière partie de l'interview, donc plus sur ton entreprise et un peu ce que, voilà, typiquement, la vie des différents formés que tu as pu, des différents les élèves que tu as pu avoir. Justement, est-ce que tu peux nous dire un peu un profil type d'élèves que tu as? Est-ce que déjà il y en a un profil type ou un peu voilà la typologie de clients que tu as? Alors, il y a plusieurs catégories, mais principalement, j'attire des gens qui, au final, qui s'identifient. Enfin, c'est souvent comme ça. Du coup, c'est souvent des personnes qui sont en couple, qui ont la trentaine, 30-40 ans, parce que je suis plus jeune que mon âge. Souvent, ils ont des enfants, ou en tout cas, ils veulent former ce foyer et sécuriser l'immobilier pour leur foyer. C'est plutôt des gens qui sont des cadres, voire des cadres supérieurs, voire des dirigeants d'entreprise, et qui ont envie de faire de la rentabilité, mais avec le côté sécurité, bon père de famille aussi, qui ne sont pas toutes telles brûlées. C'est pas des têtes brûlées que j'ai. J'attire pas les têtes brûlées parce que j'ai un discours raisonné. Et pour autant, on va faire des choses, on envoie du lourd, mais de façon sécurisée. Nous, c'est rentable et sécurité. C'est pas la rentabilité à tout prix. Donc on attire ce genre de profil, souvent en couple et tout. Donc après, homme-femme, on est à peu près 50-50 là-dessus. Nous, on est beaucoup sur le fait que si tu es en couple, c'est cool qu'à un moment, les deux soient en synergie parce que ça peut créer sinon des divergences dans le couple. Et ça ne sera pas non plus bon pour toi, quoi. Et justement, là, je pense qu'après cette interview, il y a des gens qui vont être intéressés d'aller voir plus en détail ta formation, ton site internet. Ce serait quoi un peu les sujets de mécontentement, ou en tout cas des fois où c'est pas forcément bien passé, et justement, pourquoi c'est pas forcément bien passé, s'il y a des cas comme ça, ouais. Et qu'est-ce que par exemple l'élève ou le futur élève pourrait travailler pour en gros être vraiment un profil adéquat pour que ça marche avec toi en fait. Alors le truc qui nous est arrivé, on est très à l'écoute et on répond à toutes les questions dans les 48 heures, alors selon la formule que tu as d'accompagnement. Dans tous les cas, il y a de l'humain. C'est-à-dire qu'il y a de l'humain, moi je connais les gens et tout. Mais il y en a qui il y a pas longtemps qui m'a mis une étoile sur Trustpilot. Parce que à première vue, je ne lui avais pas dit un système d'imposition parce qu'elle était limitrophe suisse ou mais elle m'a jamais posé la question. Et en fait, ça m'amène une certaine frustration parce qu'on répond à toutes les questions et je sais ce que je sais pas ce que je sais pas et je dis quand je sais pas quelque chose. Et par exemple, tu vois, sur un truc limitrophe entre pays, si elle veut une conclusion d'avocat, ça coûte l'argent d'un avocat spécialisé, ne serait-ce qu'entre les deux pays, parce que c'est pas la même chose. C'est pas un avocat international, ça n'existe pas en fait. Ouais. C'est un avocat spécialisé sur un pays. Et ça m'a mis une frustration. Alors moi, je réponds pas toujours à Trustpilot, je m'en fous. Enfin, après, voilà, c'est parce que m'a jamais posé la question. Et tu peux pas me reprocher un truc où tu m'as pas posé la question, tu vois. Donc le truc qui peut arriver de temps en temps, c'est que les gens posent pas les questions et ensuite soient déçus de pas avoir la réponse. C'est paradoxal ce que je viens de dire, mais c'est une vérité qui arrive. Après, généralement, on n'a pas de personnes réellement déçues. Ceux qui sont déçus, c'est qu'ils veulent plus finir de payer. Donc bizarrement, ils sont plus contents. Ça nous arrive. Alors moi, je suis sur langue de bois, ceux qui me disent mais tu réponds jamais à nos questions. Et alors, or, malheureusement, on a un système de tracking de toutes les questions et de toutes les réponses. Donc on garde tout. Parce qu'on est en organisme de formation, on essaye de tout garder.
Du coup, je lui fais un capture d'écran de tout ce qu'il avait posé comme question et toutes les réponses qu'il avait eues. Et il a arrêté, quoi. Il a arrêté de parler. Enfin, souvent, c'est ce genre de choses. Après, non, les gens, malheureusement, il y en a qui abandonnent, on en a parlé. Nous, on essaie de les relancer, tu vois. Mais sinon, la plupart n'est pas déçus. Mais des fois, il y en a qui trouvent que c'est plus dur que ce qu'ils auraient pensé. Il y en a qui trouvent pas que c'est plus simple, mais que je n'en entends pas parler, en fait. Ils me posent 2-3 questions et en fait, ils font leur petit bonhomme de chemin. Et super. Et pour terminer l'interview, est-ce que si tu avais en tête un profil d'un élève vraiment qui t'a épaté en fait par son évolution après ta formation, est-ce que tu as quelqu'un qui te vient en tête? Et si oui, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus quelques mots là-dessus? Yes, j'ai Nadia et Anthony. Donc Nadia, elle est devenue coach de l'équipe après. Parce que j'essaie de prendre des coachs parmi les gens que j'ai formés. Ouais. Et c'est le genre de profil qui arrive. Ils sont arrivés, ils avaient déjà fait de l'immobilier, mais sans stratégie. Et du coup, on a mis à place ce qu'ils avaient fait et ils ont réellement fait une stratégie. En gros, ils ont fait de l'immobilier pas rentable, mais parce qu'il faut faire de l'immobilier, en fait, d'une certaine manière. Du coup, on a mis en place les vrais objectifs qu'ils avaient. Ils ont travaillé là-dessus, les stratégies, tout ce que j'ai parlé dans l'interview. Et du coup, ils ont arbitré certains biens, ils ont augmenté. Et aujourd'hui, quand ils parlent sur des projets, c'est des projets beaucoup plus gros, beaucoup plus costauds. Ils peuvent quitter leur travail. Ils sont en confiance. S'ils le veulent. Ils veulent créer une société là dans le domaine de l'immobilier. Voilà, ils ont pris la fusée. Et ça, c'est l'écoute qui est important. Parce qu'au début, il y a eu un feeling. On en parlait tout à l'heure, mais le feeling est important. Et derrière, il y a eu l'écoute. D'accord. Et que les gens qui écoutent, ils veulent me rejoindre mes formations ou quelqu'un d'autre. Si c'est moi, vous allez dire, ok, Damien, est-ce que je prends Damien comme mentor pendant une partie dans ma vie? Une partie, on n'est pas mariés tout le temps, mais est-ce que je veux que Damien soit mon mentor, d'une certaine manière? Et si vous misez là-dessus, vous ne serez pas déçus, c'est clair, mais en tout cas, c'est comme ça. Du coup, ensuite, vous y allez. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et du coup, ils ont suivi. Ils ont implémenté, posé des questions, implémenté. Et moi, j'adore parce que du coup, quand c'est des machines comme ça, pour moi, en tant que formateur, que coach, c'est facile. C'est comme un garagiste qui va juste paramétrer la Formule 1. C'est du bonheur. Et en plus, ils ont eu un bébé pendant le club, pendant qu'ils étaient dans l'accompagnement. Donc c'est pas mal. C'est magnifique. Trop cool. Merci beaucoup Damien pour ton temps. C'était super cool de t'avoir. Et si vous en savoir plus sur la formation, malgré tout le temps qu'on a pu effectuer avec l'interview, vous pouvez découvrir l'article détaillé sur Imo Compare. Merci beaucoup et à très vite. À très vite. Ciao.